Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau forum du Parti de la France. Et puisqu'on est en fin de mois, ce forum se transforme en bistrot. Le bistrot du Parti de la France, c'est notre émission mensuelle en chaque fin de mois. En fait, le concept est très simple, on se retrouve entre amis et on discute un peu de politique, de tout et de rien, comme si on était au bar. Exactement, d'ailleurs, moi je suis en train de boire. Et donc ce soir, comme j'ai envie de dire une bonne soirée au bar, c'est avec des amis. Donc là, c'est la dernière émission avant la nouvelle saison, donc c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas avant septembre, et oui, parce que le mois d'août, c'est un mois de vacances, donc je suis avec quelques amis. Donc on a tout d'abord comme ami le super ami Bruno Hirou, qui est le président du Mouvement National Catholique. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Bonsoir jeune homme, bonsoir à tous les participants, bonsoir aux auditeurs et à ceux qui écouteront la rediff sur YouTube. Je vais très bien. Merci de me faire participer au dernier bistrot de l'année académique. Absolument, et c'est un plaisir de vous recevoir. Et nous n'avons pas que le Mouvement National Catholique ce soir qui est représenté, parce qu'on a également Jeune Nation, les nationalistes d'Ivan Benedetti. Et oui, parce que il y a avec moi un bon ami, Hilda qui est la présentatrice des émissions Fréquence Nation. Bonsoir Hilda, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Je vais très bien. Tout va bien. Je suis un peu en vacances et j'attends la suite des événements militants et je continue à militer aussi pendant l'été. Voilà. Eh ben, formidable. Autre chaîne YouTube que nous accueillons ce soir, Tom Bombadil, les entretiens de la Comté. Bonsoir mon ami Tom, comment allez-vous? Bonsoir, comme je vous le disais en off, admirablement bien Alexandre, j'espère que vous aussi, je salue nos auditeurs, je salue les différents représentants des chapelles de droite nationale que nous avons avec nous ce soir. Fidèle auditrice, elle remplace Thomas Petit au pied levé, c'était pas prévu. Mais bon, elle a le courage de participer avec nous à nos émissions, à notre émission en l'occurrence ce soir, donc on l'accueille bien fort. Bonsoir Benny, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, je suis contente de participer et j'ai hâte qu'on discute tous ensemble, ça va être trop bien. Eh bah oui, ça va être trop bien, ma chère Benny. C'est un plaisir de tourner avec vous également. Et enfin, on a Yanis Morio. Alors vous, en l'occurrence, vous n'êtes pas youtubeur, je crois pas que vous créez de contenu, mais vous êtes là quand même. Bonsoir Yanis, vous êtes membre du bureau politique du Parti de la France de manière un peu plus sérieuse. Comment allez-vous, camarade bourguignon? Eh bien, bonsoir à tous, puis bonsoir aux intervenants, bonsoir à nos auditeurs. Eh bien, oui, membre du bureau politique du Parti de la France, c'est une médaille dont je suis fier de disposer. Eh ben, c'est formidable, tout ça, c'est formidable. Alors, vous savez, dans les bistrots, il n'y a pas vraiment de thématique, il n'y a pas vraiment de thème, mais ce que je peux constater, c'est qu'à partir de demain, on sera le 1er août. On sera le 1er août, et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie bien évidemment certaines réformes gouvernementales, et en l'occurrence, moi, ça fait 2 ans à peu près que je vis seul, et donc je découvre un peu la vie active, vous savez, payer ses factures, etc., à peu près les choses très chiantes de la vie d'adulte. Et ben, globalement, j'ai remarqué que l'abonnement pour avoir de l'électricité était plus cher que ma consommation d'électricité. Donc déjà, je trouvais ça scandaleux. Mais j'ai appris qu'à partir de demain, la TVA sur l'électricité, je rappelle que la TVA, c'est classifié en différentes catégories, notamment les produits essentiels. Pour moi, l'énergie et l'électricité font partie des produits essentiels, mais bon, peut-être qu'on n'a pas la même philosophie. Globalement, la TVA va passer de 5% à 20% sur l'abonnement EDF, soi-disant pour harmoniser tous les pays de l'Union européenne. Alors on n'a pas Maxime Morlon ce soir, je crois qu'il est en vacances, ça aurait été bien d'avoir son avis parce qu'il est spécialiste sur le sujet de l'électricité. Mais Tom Bombadil, voilà, au-delà de la blague, parce qu'évidemment on sait très bien qu'on aime bien parfois taquiner un peu les souverainistes, mais là c'est un peu difficile de leur donner tort, ils vont encore profiter de dire que l'Union européenne nous pompe tout notre pognon. On pourrait même dire l'Allemagne, dans une certaine mesure, puisque l'Union européenne finalement devient l'expression des intérêts allemands depuis un certain nombre d'années. Il y a des dossiers évidemment où plus de souveraineté est nécessaire. De là à rentrer dans le logiciel souverainisme, il y a un pas que je ne franchirai pas. Je peux comprendre. Et vous autres, chers intervenants, bah, je vous ai même pas posé la question, mais j'imagine que vous trouvez ça absurde d'augmenter autant, pas d'augmenter le prix de la TVA, j'imagine que oui, vous trouvez ça absurde. Bah oui, c'est complètement absurde parce que l'électricité, déjà, c'est un besoin de base. Donc le reclasser, en fait, là, on le reclasse en produit non essentiel. On lui fout de 20% de TVA. En plus, on est en période de crise énergétique, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et ceux qui trinquent, bah, c'est les personnes précaires, en fait, comme d'habitude. Donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas ceux qui ont des panneaux solaires sur une villa en Corse qui vont trinquer. Non, c'est les gens qui ont pas d'argent. Donc c'est vraiment une fois de plus, c'est révoltant comme d'habitude. Mais
Franchement, il y a plus rien qui me choque dans ce pays. Malheureusement. Mon cher Bruno, vous, comment je pourrais dire, harmoniser les pays européens, ça vous parle, ça? Vous vous sentez plus européen désormais, maintenant que vous allez payer plus cher votre électricité? C'est une arnaque absolue et le problème n'est pas un problème de souveraineté, mais d'être dirigé par des traîtres, puisque l'harmonisation n'a de sens que si les gros producteurs d'énergie sont d'accord, et le gros producteur d'énergie, c'est nous. C'est la France et les Français. C'est l'outil de la communauté nationale française, et notamment EDF et tous ces réseaux. Et le fait d'augmenter la TVA est un scandale absolu. Il faut savoir que sur une facture, vous le disiez très bien en introduction, il y a plus d'abonnements et de taxes que de consommation de facturés, ce qu'on retrouve pas dans d'autres pays, des pays du Maghreb notamment, où l'abonnement n'existe même pas, où on paye que sa consommation. Et nous, donc, on se fait saigner. Et quand vous regardez une facture d'énergie, moi, c'est mon secteur. Hein, je travaille dans le secteur de l'énergie. Regardez votre facture d'énergie. Dessus, vous avez non seulement des taxes, mais une ligne de taxes sur une taxe. C'est un braquage organisé. C'est ce que Sophie Coignard appelait l'oligarchie des incapables, qui dirige le pays et qui remplit ses poches et les poches de ses amis et de ses commanditaires sur le dos des quelques millions de Français solvables qui restent encore. Donc du coup, rien à voir pour moi avec un problème de souveraineté, c'est un problème de volonté politique. L'absence de volonté politique de la France, eh bien de faire respecter qui elle est, c'est-à-dire le deuxième plus gros contributeur au budget de l'Union européenne et le premier producteur d'énergie de l'Union européenne. Et la France produit tellement d'énergie que quand elle est bien gérée, eh bien, elle a de l'énergie à revendre. Elle en a assez pour ses besoins et assez pour nourrir ses alliés. Donc c'est scandaleux que les Français paient le prix fort, alors que d'autres paient beaucoup moins cher. Et en ce qui concerne l'harmonisation spécifiquement, là on est dans l'égalitarisme communiste, tyrannique et privateur. Il peut pas y avoir d'harmonie dans l'accès à l'énergie quand tout le monde ne produit pas la même somme d'énergie. Nous, on est le plus gros producteur, on devrait être la population en Europe qui paye le moins cher et de loin l'énergie. Ouais, tout à fait, tout à fait. Évidemment. D'autant, Allez-y, Tom. je me permets rapidement, je suis tout à fait d'accord, je souscris à ce que vient de dire Bruno. J'ajoute que nous avons voilà cette idée du couple franco-allemand et c'est une idée qui n'a cours que du côté ouest du Rhin. Du côté est du Rhin, ils n'ont absolument pas cette vision-là. Au contraire, ils sont inféodés à leurs intérêts propres, qui sont les intérêts allemands. Et cette logique égalitaire communiste, comme le soulignait Bruno, n'a cours que chez nous. Donc c'est en plus un communisme unilatéral. Donc c'est un communisme de cocu, au détriment de la France et au bénéfice de l'Allemagne en particulier. Bah, d'ailleurs, je tiens à rajouter, qui est très intéressant, qui va dans votre sens, Tom, avec mon nom de famille, je peux pas me cacher, si vous voulez. Il n'y a pas de grenier pour moi, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment d'origine allemande, vous vous en doutez, et je n'ai jamais entendu un seul candidat politique, quel que soit le type d'élection, un seul candidat allemand parler de couple franco-allemand. Tout à Là fait. où, au contraire, tous les candidats à la présidentielle en France, on parle de couple franco-allemand, mais pour les Allemands, ça n'existe pas, cette notion. Exactement. On Ce sont des éléments de Allemand, langage assénés par les républicains en France, et ce sont des traîtres. Je pense que le mot de Bruno est le bon. Effectivement, je ne l'ai pas employé, mais j'y souscris tout à fait. Ce sont des traîtres qui, eh bien, donnent un certain nombre d'éléments de langage qui infusent dans la population française et qui n'infusent pas dans la population allemande. je suis complètement d'accord. Et la notion même de couple franco-allemand est une hérésie, puisque l'Allemagne pousse ses propres pions, pousse sa propre politique pour la gestion de l'Union européenne. Ça se voit dans ce qu'il pratique au niveau de l'énergie. Ça se voit aussi dans ce qu'il pratique au niveau géopolitique, puisque l'Allemagne a proposé, au nom du couple franco-allemand et au nom d'intérêts supérieurs de la Commission européenne, par exemple, de partager le veto dont la France bénéficie en tant que nation à l'ONU. Donc à chaque fois qu'il est question de couple franco-allemand, il est question de finalement de diluer la puissance française au service des Allemands, au service des puissances
qui ont besoin qu'on soit faible, c'est-à-dire notamment en ce moment la Chine, la Russie et les USA. Bah surtout qu'en Allemagne, nous en France on parle de couple franco-allemand, mais eux ils reprennent même pas ces termes en fait. Eux ils parlent de partenariat stratégique et quand ça les arrange. Donc en fait c'est juste pour s'endormir, nous endormir tous ces éléments de langage. C'est que de la poudre aux yeux, enfin comme d'habitude quoi. On se fout de notre gueule. Eh oui, c'est vrai, eh oui. Et chère Hilda, alors comme quoi, l'Allemagne n'est pas un si bon modèle finalement. Oui, alors je vous rejoins sur notamment sur ce qu'a dit Bruno Hyrou concernant cette augmentation de la TVA. Après, je nuancerai sur l'Allemagne puisque il peut apparaître parfois que la France, au niveau des politiques de l'Union européenne, peut sembler asservie à l'Allemagne. Il ne faut pas pour autant en conclure trop hâtivement que nous sommes au service du peuple allemand, parce que le gouvernement actuel en Allemagne et l'Union européenne plus largement ne sont pas non plus au service du peuple allemand. Et il suffit de connaître quelques Allemands pour le savoir. Eux aussi sont taxés, eux aussi ont de graves problèmes socio-économiques dans leur pays, et eux aussi, quand ils sont militants nationalistes sincères, sont très fortement réprimés. Je sais que notamment au dernier congrès des jeunes Allemands, enfin d'un groupe de jeunes Allemands qui s'appelle Jung Nationalisten, on pourrait traduire ça par les jeunes nationalistes ou les jeunesses nationalistes, hein, si on voulait parler en français. Donc c'est un groupe de jeunes affiliés au parti dit Heimat. Ils avaient fait un congrès donc européen en invitant des jeunes d'autres mouvements européens. Il y a eu une répression assez folle avec carrément des antifas qui étaient à côté de la police dans des camions, enfin avec des échelles comme des échelles de pompiers pour espionner par au-dessus, filmer. Il y a eu des contrôles de police assez impressionnants pour un congrès qui était privé et tout à fait pacifique, puisqu'il s'agissait simplement de conférences, de banquets, je crois, et puis de sport entre amis, enfin voilà, de diverses activités, mais c'était vraiment dans un cadre privé. Ça sortait même pas de la propriété où était organisé le congrès. Donc voilà, pour dire, pour signifier que la situation en Allemagne est la même qu'en France en réalité pour les Allemands. Je parle pour le peuple allemand de souche allemande. Donc oui, effectivement, la France peut sembler asservie parfois aux intérêts de l'Allemagne, mais je suis pas forcément sûre que les intérêts de l'Allemagne tels que conçus au sein de l'Union européenne soient les intérêts du peuple allemand. Et je pense que c'est important de le souligner, puisque en 2025, me semble-t-il, il ne faudrait pas tomber dans un anti-germanisme qui est complètement désuet, qui serait désuet, alors que nous devons en tant que, bon, je parle en tant que nationaliste, mais en tant que nationaliste, avoir des liens forts avec nos homologues dans ces pays-là, pour, je dirais, pour harmoniser effectivement au niveau européen autre chose que le taux de TVA par rapport aux factures d'électricité, mais harmoniser, je dirais, notre culture, notre force en tant qu'Européens et notre civilisation. C'est ça qu'il faut, entre guillemets, harmoniser, sachant que bien sûr, en tant que nationaliste, chaque nation a ses spécificités, bien évidemment. C'est ce que nous défendons, mais je tiens à le rappeler puisque encore aujourd'hui, on a parfois des personnes qui, sous couvert de souverainisme, tombent dans le nationalitarisme, qui est un excès et qui consiste justement à venir faire la guéguerre entre Européens, alors que c'est pas le sujet, c'est pas la question, c'est certainement pas non plus notre intérêt. Et on voit ça aussi dans d'autres pays européens. Alors nous, ça nous touche moins finalement, mais je parle pour des mouvements radicaux dans d'autres pays qui se font des guéguerres entre eux, et ça nous semble complètement absurde en réalité, nous en tant que nationalistes français ou allemands, de voir par exemple des Hongrois et des Roumains qui se mettent sur la gueule, quoi, parce que voilà, il y a des vieilles histoires entre ces pays-là, bien évidemment, et ça se comprend historiquement, mais on est en 2025 et l'heure n'est vraiment pas à ce genre de guéguerre entre pays européens. Mais voilà, je voulais simplement nuancer sur ce point. Oui, Vous si avez je bien peux, rebond. si je peux me Allez-y, permettre de je vous répondre, intervenant oui. la plus vite. Oui, je ne voulais pas tomber naturellement dans l'anti-germanisme, ce qui trahirait ma pensée. Et je pense pas, enfin, je ne veux pas parler à la place de Bruno. Je pense qu'il pourra également s'exprimer sur le sujet.
mais il y a quand même une forme très véloce de concurrence économique entre la France et l'Allemagne, qui n'est pas une concurrence civilisationnelle, qui n'est pas un antagonisme civilisationnel. Nous n'avons pas de gros, comment dirais-je, nous n'avons plus d'animosité particulière envers le peuple allemand. Le peuple français en est globalement assez bien revenu. Simplement, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, si j'ose dire, à savoir de nier justement l'aspect concurrentiel économique et de tomber dans une autre forme d'idéologie, parce que finalement, la France est un pays très idéologique, hein. Nous ne sommes pas des pragmatiques, c'est comme ça, nous sommes des gens romantiques au sens littéraire, passionnés, toujours, également en politique, quel que soit d'ailleurs l'objet de notre idéologie, que nous soyons universalistes, nationalistes ou autres, nous tombons souvent dans une forme d'idéalisme qui n'est pas eh bien la culture politique du peuple allemand. Et la culture politique du peuple allemand, il me semble, est plus portée sur ses intérêts économiques et nous voit comme un concurrent économique. Et ça, c'est quelque chose qui est séculaire entre nos deux peuples. Donc, je dirais qu'il ne faudra pas non plus tomber dans la naïveté, même si je rejoins tout à fait Hilda sur l'aspect très proche, finalement quasiment endogamique, de deux peuples siamois presque que sont le peuple allemand et le peuple français, nier eh bien cet aspect concurrentiel farouche qui nous est mené, encore une fois, de manière unilatérale, même si je rejoins également Hilda là-dessus, ce n'est pas toujours aux intérêts du peuple allemand, mais nous parlions du sujet de la concurrence énergétique et de la souveraineté énergétique de la France. Eh bien, il faut bien le dire, l'Allemagne est derrière tout ça, et derrière bon nombre de comment dirais-je, de mauvais coups qui nous sont faits avec, comme le disait Bruno, naturellement, le concours de nos propres politiciens. Donc il y a également, je rejoins là-dessus Bruno, une question de volonté politique de la part des dirigeants français. Il y a toutefois une forme de concurrence économique de la part de l'Allemagne. Et pour rebondir sur les intérêts du peuple allemand et rendre à César ce qui est à César, donc les Allemands, les vrais et sincères patriotes allemands, donc ont eu récemment la douleur de perdre Udo Weidt, qui était un de leurs meilleurs représentants, ce qui est bien rare face à une classe politique allemande qui est presque pire que la nôtre en termes de trahison de son peuple et d'aplaventrisme auprès des intérêts cosmopolites. Mais sur la question donc énergétique, effectivement, donc il y a les Allemands, pour le coup, enfin, l'État allemand, la structure politique qui gère l'Allemagne, nous a beaucoup embêtés sur les termes énergétiques, puisque comme ils tiennent le là en Europe, et qu'ils ont un anti-nucléarisme rabique, ils font tout pour que nous supprimions aussi le nucléaire, et ça influe malheureusement sur beaucoup de courants politiques traîtres en France, notamment Europe Écologie Les Verts, qui n'ont pas compris que c'était l'énergie jusqu'à présent la plus propre, hein, quand on voit ce que les centrales à charbon dans le nord de l'Allemagne, qui sont encore en activité, font, bah, sont quand même beaucoup moins écologiques. Et en France, on a quand même cette particularité, si on regagne notre souveraineté, comme on l'a dit, sans tomber dans le souverainisme pur, car la souveraineté n'est rien sans l'identité, et l'identité n'est rien sans la souveraineté, on aurait de quoi avoir une large autonomie, puisqu'on a le plus grand nombre de centrales nucléaires qui fonctionnent. On a malheureusement abandonné le projet Astrid qui nous aurait fait gagner au moins 100 à 150 ans d'avance. On a également quelques ressources autres, mais on a aussi, on en parle beaucoup moins, mais on a beaucoup de barrages électriques, ce qu'on appelait pendant un temps la houille blanche, à cause du remous de l'eau qui donne cette mousse qui donne un peu l'impression d'être une matière en elle-même. Et donc tout ce qu'on a, notamment dans les Alpes, aussi un peu dans le Jura, on en a un petit peu partout, qui produisent beaucoup d'électricité, à tel point que, je sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais pendant un moment, on en vendait même à l'Italie. On avait tellement d'électricité qu'on en vendait à l'Italie, qui est quand même pas un petit pays en termes de besoins pour la population. Donc on a de quoi, si on est maître chez nous, on a de quoi avoir la souveraineté énergétique totale. Alors bon, évidemment, comme le disait un certain slogan de l'immédiate après 30 glorieuses, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Pour le pétrole, on se débrouille quand on peut vraiment traiter avec les pays producteurs sans dépendre d'accords internationaux compliqués. On a aussi les moyens d'en avoir pour des prix beaucoup plus raisonnables qu'on en aurait aujourd'hui. Bon, ça c'est un autre débat plus international.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut soutenir le nucléaire en France, c'est évident. Après, pour le moment, à titre personnel, je pense qu'il peut être intéressant pour les personnes à titre individuel, vu la situation et la crise énergétique qu'on vit en France, il peut être intéressant de s'installer des panneaux solaires. Sachez que ce n'est pas si cher que ça à l'installation et mine de rien, ça peut vous faire des petites économies. Et comme on dit, il n'y a pas de petites économies. Et bon, le seul inconvénient, c'est si vous prenez des orages de grêle sur vos panneaux solaires, là, c'est ennuyeux. Mais voilà, je connais plusieurs personnes qui l'ont fait et effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Donc, si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à vous renseigner. Ça vous évitera de payer des factures d'électricité plus importantes qu'elles ne le sont déjà. Il aurait fallu inviter pour cette phase, j'ai envie de dire, Alban Darguin, n'est-ce pas, et notre ami Éric Pinel. Ça aurait pu être très très explosif. Alors Bunny me dit qu'elle doit travailler. Donc là, elle est partie travailler, donc elle nous a quittés. Voilà. On lui souhaite un bon travail. Continuons si vous le voulez bien. Alors moi je vois quoi sur Twitter en ce moment? Je vois Emma Foro, c'est ça, hein, c'est Emma Foro, oui, je me trompe pas, qui est très contente parce qu'elle est revenue d'Israël. Elle y est même pas vraiment allée, hein. Elle est revenue de sa croisière en Méditerranée et elle dit voilà, j'ai fait mon boulot, Free Palestine. On rappelle que la veille, elle disait qu'elle avait amorcé une grève contre la faim. Tu parles. Il y a beaucoup de mythomanie, moi je pense, autour de la communication actuelle de LFI. Il y a beaucoup d'exagération. Je me rappelle que ils ont perdu le contact avec un de leurs bateaux pendant 1 heure parce qu'il devait y avoir une coupure de 4G. Ils en ont fait tout un plat, comme quoi ils avaient été potentiellement bombardés par les Israéliens ou je ne sais pas quoi, alors que leur statut d'élu, malheureusement, leur donne un statut presque invincible. Et là, en ce moment, je vois quoi? Je vois Rima Hassan qui vient de tweeter, qui vient de publier, qui vient de inciter au boycott de Carrefour, parce que Carrefour aurait vendu des denrées alimentaires aux soldats israéliens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous trouvez que c'est utile déjà de boycotter des entreprises pour soutenir un camp ou l'autre concernant le conflit israélo-palestinien? Bah, en un mot, oui. Oui, c'est utile. En France, c'est interdit, ça prouve bien que c'est utile. Pourquoi interdire quelque chose d'inutile? Donc, oui, s'il y a une législation autour de ça, c'est bel et bien que ça peut avoir un effet. On le sait, tout particulièrement, avec la communauté musulmane, hein, qui selon, notre cher premier ministre ferait, 9 millions de mahométans, sur notre sol, hein, vous pouvez faire fois 2. Eh bien, on imagine, un appel, qui est réalisé au minbar, chaque vendredi, qui ferait, un boycott, sur les produits israéliens. C'est d'ailleurs plus ou moins le cas de manière plus ou moins tacite, en contournant la loi. Enfin, ils le font très bien les mahométans et eh bien, on voit les conséquences, sur le marché. Les lois, autour de ce boycott, de mémoire, sont intervenues sous le mandat, Hollande et ont été réprimées, parce qu'elles avaient un effet sur le commerce israélien. Donc oui, ça a des conséquences, ça a des effets certains, en termes mercantiles et c'est bien pour ça qu'il a fallu légiférer. Ouais, c'est une position qui est intéressante. C'est une position qui est intéressante. Après, je sais pas si Rima Hassan est là. En fait, peut-être que je sous-estime parce qu'elle fait des scores incroyables sur Twitter. Mais je sais pas, dans la rue, je comprends. Bah, je vois personne qui suit Rima Hassan sérieusement, quoi. Je sais pas, parce que je suis en dehors de la réalité C'est pour la le c'est coup. la caution palestinienne de la France insoumise, c'est d'ailleurs même pas dissimulé. Je pense que, mon énoncé ne lui déplairait pas, d'ailleurs, si on allait, à l'extrême. Donc en réalité, oui, Rima Hassan, est une voix écoutée, est une voix, entendue, dans la communauté mahométane, hein, qui vote, je le rappelle, à 80 pour la France insoumise. Donc elle a voix au chapitre auprès, d'un très grand nombre de consommateurs, alors d'électeurs, hein, peut-être pas tous, mais comme on dit, eh bien, le vote passe aussi par la consommation. La consommation est un vote, donc ceux qui n'ont pas la nationalité française et qui ne sont pas à même de voter peuvent toutefois s'exprimer par les caddies, si ce n'est par les urnes, et le font, dans le sens du boycott des produits israéliens, sans aucun problème, motivés par En des fait, personnes comme Rima Hassan. je suis mal exprimé, je voulais dire, je connais pas la typologie type des gens qui suivent Rima Hassan. Est-ce que c'est des blancs, etc. Parce que je voulais dire, quand j'en connais personne, évidemment, je parlais en termes d'Européens, quoi. Même les Européens pro-palestiniens que je connais, ouais, ils ne suivent pas Rima Hassan. En fait, je sous-entendais que c'était surtout des Arabes, si t'avais pas compris. Oui, d'accord, non, non, tout à fait. Oui, oui, c'est tout à fait, possible, hein. Je ne connais pas d'ailleurs la typologie non plus, la sociologie de tous ces gens-là ou
l'ethnosociologie de tous ces gens-là, l'anthropologie, dirons-nous, c'est tout à fait possible que ce soit majoritairement des Arabes. Oui, 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 oui. Et ces gens-là ont un pouvoir d'achat, hein, tout simplement. Il n'y a pas que les Blancs qui ont un pouvoir d'achat, hein. On leur donne suffisamment, heu et eux-mêmes, certains travaillent. Enfin voilà, ce sont des gens qui ont une force d'achat et qui peuvent, par leur choix de consommation, eh bien, faire pencher, la balance, naturellement. Et oui, et oui, et oui. Mais si quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le sujet du boycott de Carrefour, incité par Rima Hassan. Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit sur l'utilité du boycott. Je vous rappelle ce qu'a subi Bud Light aux USA quand ils ont fait participer un homme transgenre, enfin une femme transgenre du coup à une de leurs publicités. Il y a eu un boycott. L'action en bourse a largement chuté. Aujourd'hui, il y a une nouvelle marque de jeans, le nom m'échappe, il y a Eagle dedans, qui a fait l'inverse de ce qu'il faisait il y a 2 ans, qui a mis une femme blanche blonde aux yeux bleus euh, et de taille normale, pas obèse quoi, pas obèse morbide, dans sa publicité, et du coup il s'est passé l'inverse d'un boycott. Les gens ont approuvé le message et l'action a augmenté. Donc et je pense qu'une opération de boycott bien menée est aussi efficace, voire plus efficace qu'une élection. Donc je rejoins complètement ce qu'a dit Tom à l'instant. Après sur le fait de boycotter en fonction de ce qu'on pense, moi je souscris complètement. Alors pas dans le conflit israélo-palestinien parce que franchement j'en ai absolument rien à faire, mais la question du boycott est très intéressante, surtout quand on est nationaliste. Qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on met dans le caddie, qu'est-ce qu'on achète comme livre à nos enfants, ce genre de choses, quels sont les journaux, quels sont les livres que nous-mêmes on achète, et pourquoi on le fait. Je pense que plus on réfléchit à l'achat, déjà, plus on réfléchit à l'achat et moins on va acheter de manière compulsive ou inconsciente. Et plus ça va être carré pour nous, et économiquement ce sont toujours des bons signaux d'acheter des produits à ceux qui le méritent. Ça peut être soit un gars qu'on connaît, soit le commerçant du coin, s'il est valable, hein, parce que on est souvent encouragé à consommer local, mais des fois les commerçants locaux sont pires que ce qu'on peut avoir en grande distribution. Mais moi je trouve que la question du boycott est intéressante, légitime, efficace, et comme l'a très bien exposé Tom, c'est pour ça qu'elle est interdite en France. Oui, il faut bien le dire. J'ajoute simplement en conclusion, je souscris évidemment à ce que vient de dire Bruno, et j'ajoute que si demain, eh bien, nous décidions, alors évidemment, il ne faut pas appeler à le faire en France, mais si une force, eh bien, se dessinait dans la consommation, qui est en accord avec nos idées, le capital étant idiot, j'en suis persuadé, hein, je sais que ça plaira pas à tout le monde en termes économiques, mais moi je pense que le capital est profondément idiot. Heu et en réalité, il suivra, eh bien la mode que nous lui dicterons. Donc ce fameux, cette fameuse polémique qui accourt actuellement aux États-Unis, avec cette marque de jeans et cette jeune femme, très jolie au demeurant, eh bien, devrait, comment dirais-je, avoir, des petites sœurs, si j'ose dire, si c'est une réussite économique. La polémique pourra être, essuyée, la tempête pourra être assumée, par, les dirigeants de cette entreprise, si elle est rentable. Bad buzz, still buzz, comme disent les anglo-saxons. Donc en réalité, bon, on verra bien, mais je pense qu'en termes économiques, le capital est idiot et se nourrit, eh bien des succès, tout simplement, et indépendamment des idéologies des uns et des autres. Pendant des années, on a compris, le capital a compris, qu'il était rentable de faire du woke, et ils nous ont inondés de woke. Si, dans 5, 10 ans, eh bien, il est très rentable de faire du racialiste, eh bien, on aura du racialiste. Le capital est idiot, encore une fois, il n'a pas d'idéologie préconçue. Ensuite, il y a des gens qui y apposent leur propre idéologie. C'est tout à fait différent. C'est vrai que je me pose la question, parce que là on est au bistrot, on est dans un échange un peu informel. Vous, il y a des marques comme ça, enfin des marques, je vous demande pas les citer parce qu'on va éviter les problèmes, mais il y a des types de produits, effectivement, il y a des choses que vous boycottez, vous, de votre côté? Ah bah, moi, je peux vous répondre. Moi, il y a des choses que je boycotte totalement.
En fait, tout ce qui provient d'Israël, moi, je boycotte à titre personnel. Voilà. Je vais pas citer des marques en particulier, mais je pense que vous en connaissez. Et après, j'essaye au maximum de boycotter tout ce qui vient de l'étranger, d'acheter français. Alors malheureusement, des fois économiquement, c'est pas possible, puisque voilà, on a tous des moyens limités et parfois il faut finir à la fin du mois. Donc, est-ce qu'on achète les bananes françaises ou les bananes marocaines Enfin, les bananes françaises, pardon, les bananes du sud, il y en a un petit peu au sud, je crois. Bon, on fait comme on peut, mais au maximum acheter français. Et après, oui, moi, ce que je boycotte, c'est tout ce qui vient d'Israël et au maximum Tunisie, Maroc, Maghreb en général. D'accord, ok. J'entends. Et vous autres, chers invités, est-ce que, voilà, moment confession, est-ce qu'il y a des choses que vous préférez boycotter? Bah, systématiquement, le kasher et le halal. C'est pour ça que c'est impératif que ce soit bien signalé sur les produits. Bah, le certification halal, moi, je boycotte aussi. Mais par contre, kasher, alors c'est peut-être parce que voilà, peut-être ma ville, mais j'ai jamais vu de produit kasher dans ma ville, en tout cas. Non, je crois qu'il faut aller dans une boutique spécialisée. Enfin, je crois, hein, je crois pas en avoir déjà vu non plus. C'est ça, hein, dans les carrefours, tout ça, moi, j'ai jamais vu. Par contre, le halal, c'est à foison, quoi. C'est à foison. Mais oui, effectivement, kasher, je pense que... La clientèle est plus nombreuse. Qu'as-tu dit, qu'avez-vous dit, pardon, Yanis Morley? La clientèle est plus nombreuse, effectivement. C'est aussi l'offre et la demande. Le kasher, donc c'est un marché de niche pour une population qui n'a pas vocation à s'étendre, contrairement aux consommateurs de halal. Donc ça, il y aura toujours on en trouvera moins dans la grande distribution. Ils ont beaucoup d'épiceries, pas beaucoup. Ils ont des épiceries, c'est pas du tout le même marché. Il y en a un peu dans certains supermarchés, dans les villes vraiment où il y a de grosses communautés, ce qui est pas le cas effectivement à Dijon. Il y a une petite communauté, ils ont leur commerce de niche, mais c'est vrai qu'il y en a pas dans les grandes surfaces. Voilà, donc même pas besoin de boycotter, finalement, ça n'apparaît jamais à moi. Donc je peux pas parler de boycott dans ce cas-là, parce que boycott, c'est vraiment... je me force à pas être tenté, oui. Euh, par exemple, le kebab. Moi, je déteste ce kebab. Je considère pas que je boycotte le kebab. J'aime pas ça, donc naturellement, je suis pas tenté. Mais si j'aimais ça, j'imagine que je boycotterais. Mais j'aime pas le kebab. Donc voilà, ça résout le problème, j'ai envie de dire. Après, on peut avoir une approche positive également, hein, parce que le boycott est interdit, mais si on veut un petit peu jouer au con, eh bien, c'est pas parce que le boycott est interdit que avoir des comportements de consommation très différents, eh bien, est interdit. Donc, en réalité, faites pousser vos carottes et vous aurez déjà fait un boycott. Euh, donc, ayez un poulailler, ayez comment dirais-je, un tissu commercial comment dirais-je, local, et déjà, vous aurez résolu une partie de la question. Donc, pourquoi ils s'acharnent également autant sur les nationalistes? C'est pas uniquement pour nos idées, hein, c'est parce que tout simplement nous sommes de très mauvais consommateurs. Quand nous sommes enracinés, quand nous sommes, quand nous sommes, pardon, réseautés, et maillés sur le plan territorial, tout simplement nous sommes de très mauvais consommateurs, de très mauvais exemples pour le capital. Donc, c'est un peu marxiste, hein, quand je dis le capital avec un grand C, je le sais, mais il y a quand même, voilà, ce marché commun, hein, qui a été la décision et la voie qu'on a prise. Eh bien, voilà, la hantise de ce marché commun, c'est le nationaliste qui n'a même pas besoin de boycotter, puisque de toute façon, il est éloigné de la consommation. Donc, il y a également une manière plus positive de boycotter sans appeler au boycott, tout simplement en disant: «Bah non, vivez un peu autrement, quand vous êtes dans une zone rurale, même les classes moyennes peuvent, avoir une autre manière de consommer. Donc c'est pas uniquement une question d'argent, c'est pas non plus uniquement une question de boycott, c'est une question d'approche de la consommation finalement. Là, on rentrerait dans un sujet beaucoup plus large. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que notre persécution est liée à notre modèle de consommation? Ouais, là, ça me paraît pas con. Parce que c'est vrai que Bien sûr, les en écologistes sont partie. persécutés aussi. En partie, évidemment, bien sûr, bien sûr. On pense que, oui, non, on pense qu'on est uniquement, persécuté pour des raisons idéologiques. C'est peut-être, l'explication, pardon, majoritaire, mais il y a des explications adjacentes. Heu, le fait que nous soyons, enfin, encore une fois, ce que disait Zemmour dans les années, 90, avait été accusé à l'époque de machisme quand il disait,
le consommateur idéal est une femme et c'est pour ça que la société se féminise. Parce que oui, c'est vrai, tout simplement, un homme travesti, eh bien, consomme des produits qu'un homme normal ne consomme pas. Voilà, si on va vraiment au fond de la chose. Donc l'intérêt pour le capital est que cet homme travesti, eh bien, continue de le faire et se maquille et consomme tout un tas de produits extrêmement onéreux que ne consommera pas l'homme qui lui se contente, si j'ose dire, de 2 slips par année. Donc bon, évidemment, hein, je plaisante, c'est dans l'extrême, mais dans l'idée, il y a quand même de cela. Et il n'avait rien inventé. Je crois que Alain Soral avait fait un bouquin quelques années auparavant aussi sur ce sujet. C'est un vieux sujet. On sait très bien effectivement que nous sommes inégaux face au comportement de consommation, en fonction évidemment de notre déterminisme biologique, dirons-nous, mais également de notre idéologie, de nos idées politiques, de notre enracinement ou de notre désenracinement, et osons le dire également, de notre ethnie. Je pense que les bobos ont une idée un petit peu flottante de ce qu'est un Africain face à la consommation. En réalité, le capital adore les Africains. Il faut les observer pour comprendre. Oui, tout à fait, tout à fait. On a 47 auditeurs anonymes, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. D'habitude, les auditeurs anonymes sont moins nombreux. Bah, écoutez, bienvenue à vous. Si vous êtes anonyme, c'est probablement que vous ne nous connaissez pas. Donc, je vous invite à suivre les différents intervenants. Et puisqu'on est une cinquantaine d'auditeurs, j'en profite aussi pour vous dire que ce soir, on peut exceptionnellement répondre à vos questions si je les juge pertinentes, de manière totalement arbitraire, unilatérale et unanime, en étant seul. Donc, c'est assez facile d'être unanime en étant seul. Il y a aussi une question, parce que là on parlait de la consommation, j'ai envie de dire alimentaire. Sur la consommation culturelle, j'ai un peu de mal à être dans l'optique du boycott. Par exemple, à une époque, vous savez que je suis un joueur de jeux vidéo, hein, je l'ai jamais trop caché. À une époque, il y avait eu beaucoup d'éditeurs qui étaient boycottés par rapport, vous savez, au fait qu'ils rendaient hommage au Black Lives Matter, etc. J'ai un peu de mal, c'est peut-être mon côté artistique, mon côté un peu sensible, mais je me dis qu'il y a beaucoup d'équipes de développeurs qui travaillent par exemple sur un jeu vidéo, en l'occurrence c'était Rocket League qui était visé et GTA V, et juste pour deux connards de la communication, deux connards de marketeux, on va pénaliser des créatifs, des artistes, des gens qui travaillent, de manière assidue, qui travaillent normalement, quoi, qui sont payés pour ce qu'ils font. Et je trouvais ça, ouais, je sais pas, j'ai pas réussi à me résoudre à boycotter certains auditeurs sous prétexte de Black Lives Matter parce que, bah, je sais très bien que ça concerne, encore une fois, c'est une toute petite minorité de personnes qui vont impacter malheureusement la vie d'énormément de gens. Voilà, mais je sais pas, c'est une question qui est complexe. Hein. C'est une question qui est complexe. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je pense qu'il faut faire au mieux parce que, en réalité, si on regarde où on met notre argent, je veux dire même quand on achète dans une grande surface française, par exemple, je donne un exemple. Non, je vais pas donner d'exemple. Alexandre a dit pas d'exemple. Bon, admettons, vous achetez dans une grande surface française, vous savez qu'il y a des producteurs locaux qui fournissent cette grande surface. Très bien. Bon, où est-ce qu'il va aller concrètement l'argent? Bah, dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais aussi dans le salaire des caissiers. Vous regardez les caissiers ou les agents de sécurité. Et ce sont des halogènes. Voilà, par exemple. Donc vous savez qu'une partie de votre argent va partir chez ces personnes-là, en réalité, indirectement. Donc, en fait, même quand on fait un effort, une partie de notre argent ne va pas forcément être réinvesti pour notre nation. Et après, concernant tout ce qui peut être les vêtements, la culture en général, rares sont les marques en réalité aujourd'hui qui, d'une façon ou d'une autre, ne s'alignent pas sur les critères de communication. Je sais pas si j'ai un bug. Est-ce que quelqu'un entend Alexandre Inger? Est-ce que quelqu'un Alors c'est pas moi qui parle, c'est Hilda, mais je suis ravi de voir que tu confonds ma voix avec la voix d'une femme. Je sais pas si c'est, je sais plus ce que je disais du coup. Vous étiez pardon sur le textile. Sur le textile. Oui. Textile. Oui, c'est ça. Et je disais donc, honnêtement, de nos jours, il y a quasiment aucune marque qui s'aligne pas sur ces critères de communication woke. Ou alors c'est vraiment des marques de niche que j'encourage à soutenir ou des maisons d'édition de niche, puisque Bruno Héroux lui-même est éditeur, n'est-ce pas? Et j'en profite encore une fois pour faire la publicité du recueil de Alexandre Charpentier qui a été publié aux éditions Saint-Barthélemy. Bon, voilà, ce sont des structures qui existent, mais évidemment très
très minoritaire et très petite qu'il faut soutenir en tant que nationaliste, en tant que Français. Mais après, évidemment, la plupart des marques, des grandes surfaces et tout ça, elles s'alignent sur les critères de communication woke, et donc elles vont faire de la publicité avec du métissage, avec toutes sortes de critères qui ne sont pas les nôtres et qui sont mauvais pour la société. Donc après, il faut faire de son mieux pour, je dirais, boycotter ce qu'on peut, mais évidemment, après, il faut aussi, comme je vous le disais, finir les fins de mois et être aussi un minimum réaliste, bien évidemment. Donc je pense je pense, voilà, il faut pas juger trop sévèrement un tel ou un tel selon ses habitudes de communication, mais je pense qu'il faut faire au mieux, sachant qu'on l'a pas dit, mais il y a quand même en France et puis dans les pays occidentaux en général une surconsommation générale, certainement liée, comme le disait Bruno Huroux, à la féminisation de la société. D'une part, mais de façon générale, il y a quand même une surconsommation. Quand on regarde en fait concrètement, il y a des choses assez absurdes puisque en France, tout le monde a un téléphone portable. Pourtant, tout le monde n'arrive soi-disant pas à finir ses fins de mois. Quand on y pense bien concrètement, c'est assez absurde et assez étrange. Tout le monde a une télé, tout le monde a une box. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont une box chez eux, un abonnement pour avoir Internet, etc. Mais ils n'arrivent pas à finir les fins de mois et donc ils se retrouvent à acheter des paquets de pâtes ou je ne sais pas quoi. Quand on y pense, fondamentalement, c'est absurde. Et on est bien dans un modèle de surconsommation. On achète un téléphone tous les 3, 4, 5 ans. Il y en a même, c'est tous les ans, à des prix parfois très élevés, parce que tout le monde veut le dernier iPhone à 1000 euros ou je ne sais quoi. Donc, il y a une surconsommation générale, de toute manière. Donc, il faut déjà, je pense, essayer de régler ça individuellement, essayer de consommer mieux, essayer de consommer moins et consommer plus intelligemment, et ensuite faire de son mieux, puisque évidemment les conditions économiques restent très difficiles, et elles le sont encore plus pour les personnes qui voudraient par exemple fonder une famille. C'est encore plus difficile, évidemment. Alors, je suis un peu un mauvais élève parce que je pense que je dois changer mon portable tous les 18 mois, tous les 2 ans. Mais je mets jamais plus de 300 euros dans un portable. Et en fait, pourquoi je fais ça? C'est parce que je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, notamment. Et c'est un peu le meilleur moyen d'avoir les dernières fonctionnalités, c'est d'acheter un nouveau portable, forcément. Et en passant par la Chine, les portables sont très abordables. Je pense à une marque qui commence par un X. Alors oui, tout à l'heure, vous m'avez dit, l'animateur veut pas trop vous citer des marques, mais en fait, c'est parce que je suis pas assez calé en droit pour savoir ce qu'on a le droit de dire sur une marque ou pas. Par exemple, je sais que je peux le dire, Zalando avec leur pub LGBT, avec des Africains partout, c'est insupportable. Mais je sais pas si j'ai le droit de dire, n'allez surtout pas acheter là-bas, c'est pas bien. Je sais pas trop où est le flou. Je connais pas assez mon droit pour savoir. C'est pour ça que je préfère éviter. Mais vous avez le droit de parler des marques évidemment, mais pas d'incitation au boycott, parce que je sais pas si on a le droit. Du coup, je parlais, oui, du portable, oui, voilà. Bon, en général, je mets pas plus de 300 euros dans un portable, et je pense qu'à 300, on a des prix, on a des téléphones extrêmement performants, qui ont toutes les dernières nouveautés. Et c'est pour ça, les gens qui mettent 1500 euros dans un iPhone, sauf pour des intérêts ultra spécifiques, moi, je pense juste que c'est des gens qui s'y connaissent pas trop en téléphonie, quoi. C'est un peu comme les gens qui payent 5000 euros un Mac, tu vois. Bon. Qui ont les moyens, qui ont les J'ai trop moyens, parce compris. qu'on réfléchit toujours depuis notre propre extraction sociale, mais il faut pas oublier que tout simplement des gens surconsomment parce qu'ils ont les moyens de surconsommer sans que ça menace leur épargne, leurs finances et leur projet de vie. Donc il y a également une surconsommation tout simplement qui est proportionnelle aux revenus des personnes également, hein. Ça peut arriver. Moi, c'est pas la majorité des cas, hein. Moi, ce que j'observe plutôt, c'est que la classe moyenne se restreint à mort, les classes moyennes se restreignent à mort, et que les classes populaires surconsomment et donc n'arrivent pas à faire de l'épargne, à s'extraire financièrement de leur classe sociale, et que les riches surconsomment parce que tout simplement ils ont les moyens de le faire sans perdre d'argent, parce qu'avec leur placement, en fait, ce qu'ils consomment est amorti chaque année en dividendes. Donc il y a des raisons différentes de surconsommer. Moi, ce que j'observe principalement, ce sont, c'est la déconsommation, si j'ose dire, des classes moyennes. Ouais, les classes moyennes, pour le coup, se conscientisent, pas mal sur ces questions-là, à mon avis. Certaines classes moyennes, encore une fois, c'est pas toutes. Mais, les nationalistes, qui sont majoritairement, je pense, issus des classes moyennes, eh bien, sont dans ce cas de figure, donc peuvent, influencer, positivement, sur les habitudes de consommation. Souvent, ils le font d'ailleurs, hein, et comme disait Hilda, il faut pas non plus tomber dans une forme de puritanisme, ou de pureté militante.
à pointer du doigt quiconque a un mauvais comportement de consommation. Nous sommes des gens de notre époque. Voilà, il faut vraiment sortir du côté réaction où on est séparés de notre propre époque, séparés de notre propre monde. C'est pas le cas. Nous sommes des fruits de notre époque, que nous l'acceptions ou non. Et anthropologiquement, ça a des conséquences. Sur nos habitudes de consommation, ça a des conséquences aussi. Et donc, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut tout simplement avec plus ou moins de volonté, plus ou moins d'intensité. Évidemment, il faut avoir le plus de volonté possible pour servir nos idées et ne pas desservir nos intérêts par nos habitudes de consommation. Maintenant, il n'y a pas d'absolu. Il n'y a pas d'absolu, évidemment, comme disait Hilda, on fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Absolument. Absolument, mes chers camarades. Chers camarades. Alors oui, j'ai admis avoir un téléphone chinois. Écoutez, moi, je connais pas beaucoup de gens qui ont un Wico. Non, mais c'est un vrai sujet en plus, l'industrialisation et comment je pourrais dire, la qualité des produits français dans la téléphonie. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Je m'en moque pas, je m'en moque pas. Mais c'est vrai que bon, voilà, quand on veut de la qualité pas trop chère, la France c'est peut-être pas le bon sujet, le bon choix. Ah oui, alors j'en ai profité. Oui, je veux juste en profiter pour vous dire que vous pouvez poser vos questions. Je regarde si on en a. Ah oui, alors il y a quelqu'un qui dit quelque chose de pertinent et qui est vrai hein, théologiquement parlant. Le halal est pas cachère, mais le cachère est halal. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'un musulman peut manger un produit cachère. Voilà, je sais pas si vous le saviez, c'est une petite nuance théologique. D'ailleurs, c'est amusant parce que je me dis, est-ce que il n'y a pas que dans le modèle de la Terre plate qu'on peut égorger dans le sens de la Mecque? Parce que c'est compliqué dans le modèle d'une terre sphérique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez de ça. Il y avait un prince assez célèbre, quelqu'un de très respecté dans la théologie de l'Arabie Saoudite. Je vais essayer de vous le retrouver, et qui expliquait qu'en gros que toute personne qui ne pensait pas que la Terre était plate était un mécréant. Voilà. Je vais vous retrouver le nom. Je vais vous retrouver le nom. Il y a pas de problème. Mais c'est le Cheikh Abdul Aziz Ben Baz. Donc c'était l'autorité religieuse suprême d'Arabie Saoudite qui avait dit ça en 1993. La phrase exacte c'est « La terre est plate, quiconque clame qu'elle est sphérique est un athée méritant un châtiment ». Donc est-ce que vous méritez un châtiment finalement? Yanis, nous, est-ce qu'on peut, parce que c'est toujours bon de le rappeler, est-ce qu'on peut débunker l'idée que les chrétiens au Moyen-Âge pensaient que la terre était plate? Ah oui, et même avant le Moyen-Âge, on a toujours su, déjà dans l'Antiquité grecque, pardon, que la Terre était ronde, puisque quand Ératosthène a voulu mesurer sa circonférence, d'ailleurs à quelques kilomètres près, il était exactement sur ce qu'on a mesuré aujourd'hui avec les moyens modernes, rien qu'avec un gnomon, un petit bâton qui mesurait le mouvement du Soleil, non, il bouge pas, je veux dire le mouvement de l'ombre du Soleil. Si je me mets à dire des horreurs en physique, ça va poser problème. Et on savait donc à ce moment-là qu'elle était ronde, Aristote le disait. Et dès le Moyen Âge, alors l'élément le plus frappant, c'est quand on voit le globe de Charlemagne avec la croix dessus, qui montrait que la croix dominait le monde. Bah, elle dominait pas une terre plate, elle dominait un globe. Par principe, un globe étant rond, c'est que Charlemagne savait pertinemment que la terre était ronde. Il n'y avait pas de débat là-dessus, en tout cas dans l'Europe chrétienne et dans le monde d'héritage gréco-romain. Bon, il y a certaines populations qui l'ont oublié. Et donc ce mythe justement de dire que qu'on pensait à la Terre plate au Moyen Âge, donc il y a toujours eu des gens qui ont voulu condamner le Moyen Âge. On a voulu en faire une période obscure, ce qui n'était pas du tout le cas. Il y a eu de grands savants, il y a eu énormément de choses, mais vraiment cette idée vient principalement d'un spectacle qui avait été produit à Broadway en 1892, donc pour l'anniversaire de la découverte de l'Amérique. Donc c'était un spectacle, une comédie musicale donc sur Christophe Colomb, mais dans une vision très protestante américaine. Et on voulait montrer donc Christophe Colomb comme un proto-protestant américain, donc avant la lettre, qui aurait compris avant tout le monde. Et du coup, on a voulu dénigrer le clergé espagnol en disant qu'eux pensaient que la Terre était plate et que du coup, ses caravelles allaient tomber dans le vide, alors que lui savait évidemment, tout comme le clergé espagnol le savait, que la Terre était ronde. Et donc cette comédie musicale, donc il y avait aussi l'idée voilà, de condamner le Moyen-Âge, tout ça, mais il y avait aussi un contexte politique très précis à cette époque où les États-Unis étaient en conflit avec l'Espagne. D'ailleurs, ça aboutit sur une guerre en 1898, on l'oublie souvent, où l'Espagne a perdu ses dernières colonies, donc Cuba, Porto Rico, Guam
et les Philippines. C'était plus le colonie qu'ils avaient au XVIe siècle, mais c'était déjà un gros morceau. Donc ils les ont perdus au profit des États-Unis, qui ont pendant cette période eu un empire colonial tel qu'on l'avait en Europe. Donc il y avait ce contexte d'hispanophobie, au sens de, pas les hispaniques, les latinos, mais au sens de l'Espagne, l'État, le royaume d'Espagne, aux États-Unis. C'était l'ennemi du moment. Et donc ça s'inscrit dans ce contexte politique et culturel. Et depuis, ça a essaimé dans la population, on va dire, ces Espagnols quand même, ils pensent des choses. Et c'est revenu par l'américanisation des esprits. On a cette vision du Moyen-Âge très sombre, avec des clercs idiots, des gens sales, ce qui était complètement faux. Enfin, c'est tout un repenser le Moyen-Âge très important. Bon, on est en train, l'historiographie actuelle le repense plutôt dans le bon sens et c'est plutôt positif. Oui, allez-y, Bruno. Je souscris complètement à l'intervention d'Yanis. Il faut savoir que 99% au moins de la légende noire du catholicisme, et notamment du catholicisme médiéval français, est issue du protestantisme et de la franc-maçonnerie et des Lumières. Et à l'époque contemporaine d'Hollywood. Donc c'est un point qui est très important parce qu'il touche plein de secteurs de l'activité intellectuelle, historique, spirituelle et même politique, que ce soit pour la Saint-Barthélemy, pour l'Inquisition, pour Torquemada, pour ces histoires de Galilée, etc. Tout à fait, tout à fait. Donc là aussi, on peut se poser la question, est-ce que ce sont des gens qui réellement étaient sincères dans leur démarche en pensant que le Moyen-Âge c'est aussi horrible qu'ils disaient, ou est-ce que c'était malhonnête pour être contre le catholicisme? C'est toujours la même question aujourd'hui avec les élites et le grand remplacement. C'est la même. Ouais, je peux encore Et faire pas que contre le catholicisme. Contre le catholicisme et les rois. Parce que les rois posaient problème. Voilà. Ils ont viré les deux. Voilà. Non, je pense que c'est ce dont on a discuté un petit peu très récemment, Alexandre, pour pas dire hier soir. C'est la question du mythe fondateur. Et il faut qu'un mythe fondateur en renverse un autre pour que le régime suivant s'installe. Donc il a fallu diaboliser tout ce qui constituait bien les réussites, les grandes réussites du ou des régimes monarchiques en France. Donc il a fallu diaboliser le Moyen Âge, il a fallu diaboliser euh, tout ce qui n'était pas anthropocentré, il a fallu raconter effectivement que les seigneurs féodaux avaient droit de cuissage, il a fallu raconter tout un tas d'infamies qui n'ont jamais existé. Hein. Jules Michelet a été l'un des grands architectes de ces infamies d'ailleurs, sur le plan républicain. Mais tout cela en réalité n'est que passager. Et puis viendra un autre mythe, hein, parce que l'histoire est bien l'histoire comme je le disais hier lors de notre entretien, Alexandre, nous avons une vision de l'histoire qui est réactionnaire, comme la modernité serait la dernière version de cette histoire. Ce n'est pas vrai. En réalité, autre chose arrivera après, donc il faudra refaçonner un autre mythe fondateur. Et comme nous avons détruit le mythe fondateur de l'alliance du trône et de l'autel, eh bien, nous foulerons bientôt aux pieds celui de la grosse, pour ne pas dire autre chose, pour rester correct. Donc la grosse rendra gorge, et je conclurai là-dessus. Parfait. Parfait. Alors je vais regarder sur X, voir si on a des questions. Je sais pas si je crois qu'on n'a pas tant que ça. On a des auditeurs qui sont très assidus. Non, on n'en a pas. Donc c'est parfait. Un autre thème que j'avais prévu aussi. Ah oui, non, je suis bête. Hilda, j'avais vu que vous aviez allumé votre micro il y a même pas 30 secondes. Est-ce que vous vouliez intervenir? Excusez-moi. Quel impoli je fais. Oh oui, enfin c'était simplement pour dire que j'approuvais tout à fait ce qui a été dit concernant cette histoire de terre plate et de terre ronde au Moyen Âge. Je crois savoir que notamment c'est un auteur, alors je sais plus s'il est anglais, de mémoire je me rappelle pas, qui s'appelait Irving, je crois, qui a écrit une biographie qui en réalité est à moitié romancée avec des faits plus ou moins réels et certains complètement inventés sur Christophe Colomb. Et c'est, je crois, un peu à partir de cet ouvrage-là qu'a eu l'idée selon laquelle Christophe Colomb
se serait affronté avec les théologiens espagnols et le clergé espagnol, alors quand tous ces faits-là ont été inventés par l'auteur pour son roman au XIXe siècle, donc à une époque où l'anticléricalisme était assez fort et souvent porté par des personnes qui estimaient que l'Église freinait le progrès de la science au XIXe siècle. Donc voilà, je sais que cette idée un peu selon laquelle l'Église aurait affirmé que la Terre était plate, ce qui est totalement faux. L'Église, en tant que structure en tout cas, n'a jamais enseigné que la Terre était plate. C'est faux, c'est vraiment faux. Certains théologiens ont même plutôt affirmé qu'elle était ronde, notamment Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Je sais plus dans quel passage, il faudrait se repencher dessus, mais je sais de sources sûres qu'il avait affirmé dans cette somme, enfin, qu'il prenait pour acquis dans sa somme que la Terre était ronde. Bon, voilà, ça reste quand même celui qu'on appelle le docteur commun de l'Église, donc je dirais la référence dans l'Église catholique, ça reste saint Thomas d'Aquin, donc lui a dit que la Terre était ronde. Au-delà de ça, l'Église n'avait jamais enseigné que la Terre était plate, et c'est apparemment venu de ce roman de cette biographie romancée de Christophe Colomb au XIXe siècle, et ça rejoint l'idée selon laquelle l'anticléricalisme, qui a été très lié à l'anti-Moyen-Âge, quoi, enfin la volonté de faire passer le Moyen-Âge pour une époque obscure, c'était très lié aussi à l'anticléricalisme, les deux allaient de pair. Ça a beaucoup eu cours au XIXe siècle en France, finalement même après la révolution bourgeoise de 1789, puisque c'était la consolidation progressive de la République. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Bon, moi, de mon côté, effectivement, je l'ai jamais caché, je suis pas trop royaliste, mais je sais reconnaître de l'anti-royalisme de mauvaise foi quand j'en vois. Et bon, en l'occurrence, la Renaissance, on est pas mal en termes de Renaissance. En termes de Après, mauvaise foi. mon Oui, cher allez. Alexandre, encore une fois, hein, je vous dirais que je suis très porté sur la sémantique, mais reconnaître les bienfaits de la royauté dans une époque donnée ne fait pas forcément de vous un royaliste. Un royaliste, c'est vouloir restaurer ces paramètres passés qui ont fonctionné dans un contexte donné, dans la modernité. Ça, c'est être royaliste, mais eh bien, vous pouvez tout à fait reconnaître que c'était le régime le plus adapté à une époque, à une réalité, à un régime nobiliaire et immobilier, qui ne fait plus partie des paramètres actuels et donc qui serait inadapté à la modernité. Mais en tout cas, eh bien, vous pouvez tout à fait, ne vous en faites pas, dire du bien de nos rois et des régimes monarchiques français, sans pour autant être royaliste en 2025. Tout à fait. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Bah, comme vous le disiez tout à l'heure, on est des personnes de notre temps. Moi, je suis très heureux personnellement de vivre dans mon temps et pas dans le temps du Moyen Âge, comme je pense que les gens du Moyen Âge seraient très heureux de vivre dans leur temps et pas dans le nôtre, parce que bah, c'est comme, vous savez, c'est comme le fameux homme versus femme que les gauchistes aiment bien nous mettre dans la face. Donc, je suis content de pas être une femme, et les femmes sont contentes de pas être des hommes, parce que chacun a nos spécialités et on fait avec ce qu'on a et on fait avec comment on est venu, quoi. C'est pour ça que je ne crache pas trop. En fait, j'ai un peu de mal à cracher sur mon époque, parce que je pense qu'on a un impact sur notre époque et que de toute façon, il faut l'accepter. L'accepter, ça veut pas dire se coucher face à notre époque, pas du tout. Ça veut dire être acteur à l'intérieur de notre époque. On ne choisit pas notre époque. Ça sert à rien de chialer sans 7 ans. Au bout d'un moment, bon, on fait, voilà. On fait avec les cartes qu'on a tirées. Exactement, bien dit. C'est ça, c'est ça. C'est en ça que je voulais dire j'étais content de vivre à mon époque et pas à une autre époque. Comme je suis content de pas vivre dans le futur non plus, parce que c'est des choses qu'on ne choisit pas, tout simplement. Et il vaut mieux se réjouir des choses qu'on choisit pas, parce que bon, on n'a pas d'emprise dessus. Ça, c'est très stoïcien primitif, ce que je viens de dire, mais c'était pas l'intention, pas du tout. Mauvais jeu de mots, il faut comprendre l'époque. Il y a un boomer qui a compris, moi j'ai pas compris. Référence à un livre d'Alain Soral. Ah, comprendre l'époque. Oui, Okay. évidemment. La suite de Alexandre, comprendre c'est bien l'Empire. d'acheter des jeux vidéo, mais faut Oui, la suite lire un peu les publications. la suite de comprendre l'Empire, je sais. On lui suggérera, c'est la suite d'ailleurs de Comprendre l'Empire, on lui suggérera de l'éditer en manga. Il me l'a signé, je crois. Oui, non, c'est vrai que Scipion a fait une bande dessinée de son livre, ça m'avait étonné, parce que je pense pas que c'était adaptable en bande dessinée. Finalement, ça rend très bien. Donc... Elle est très belle, hein. Et c'est un très bel objet, soit dit en Très passant. très bien. Bah, il est devant moi. Elle est très belle, je l'ai vue à côté de moi aussi d'ailleurs.
Il y a des Shiba pour tout. Ouais, c'est un bel objet. Et je crois que c'est sur le site de Oda Izarn, si je me trompe pas, si c'est comme le bouquin. Ah, et en manga, ça aurait été pas mal en vrai, parce que je sais que Scipion aime beaucoup les mangas aussi, donc ça peut être original d'avoir un manga sur une thématique nationaliste. Bon, ce serait très de niche, hein, je vous l'accorde, mais ça plairait Il aux y a gens. glissé quelques Shiba, donc le manga n'est pas très loin. Bah c'est ça, oui, c'est vrai que Shiba c'est une espèce japonaise, et oui. De mort, oui. C'est pas japonais? Yanis a raison, c'est auto-édité. Shiba Inu. Donc tu mettras un lien, Alexandre, vous mettrez un lien Oui. pour que les gens puissent aller se procurer cette bande dessinée. Bah bien sûr. Vraiment, j'insiste, qui est un très bel objet pour l'époque. On n'est pas forcément porté sur la création de beaux objets, et celui-là en est. Bah, de toute façon, les liens qu'il y aura, c'est pas compliqué. Il y aura le lien de la chaîne YouTube de YouTube ou du site, je sais pas encore, de MNC, Mouvement National Catholique, la chaîne YouTube Fréquence Radio pour notre chère Hilda, la chaîne YouTube Les Entretiens du Comté pour Tom Bombadil. Il n'y aura pas la chaîne de Denis. Le Mais là, comté, c'est avec... ah oui, c'est pas parce que moi je viens de Franche-Comté aussi, donc je pense au fromage. Non, sérieusement. Et enfin la BD de Scipion de Sales. Et tous les liens du Parti de la France, évidemment, quand même. Un minimum. Oui, le Shiba Inu, effectivement, Scipion aime beaucoup cette espèce, enfin cette race de chien plutôt. Et donc, on peut le retrouver beaucoup de fois, j'ai envie de dire presque une fois toutes les 2 pages. Donc, ça rajoute un charme à la BD. Voilà. Oui, vu que c'est notre dernière émission annuelle, enfin notre dernière annuelle académique, hein, on s'entend. Il est vrai que chaque année, je sais plus si c'est à la rentrée ou en janvier, mais chaque année on nous sort des sondages qui montrent que la peine de mort est approuvée et soutenue par la majorité des Français, enfin entre 49 et 51% en fonction des années, alors que c'est un sujet qui n'est jamais débattu. C'est un sujet vraiment qui n'est jamais débattu à la télévision par exemple ou dans d'autres grands médias. Et je pense que si ce sujet était débattu, on serait plutôt autour de 80% de personnes favorables à la peine de mort, parce que les arguments contre la peine de mort, en général, ils tiennent pas vraiment debout, parce qu'ils sont maintenus, vu qu'ils ne rencontrent jamais la contradiction. Vous êtes tous pour la peine de mort, je crois, hein, si je me trompe pas. Oui, bah oui, Yanis, je le sais. Hilda, vous êtes pour la peine de mort, normalement. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Bruno, bah, je pense que oui. Hein. Vous avez quand même été au Parti de la France, donc secrétaire général. Et Tom Bombadil, je sais pas, on n'a jamais. Et sachant que la peine de mort existe encore, hein. Oui, pour les innocents. Tout Pour à les fait, c'est la innocents. phrase de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Voilà, il y a que pour les coupables qu'elle a été abolie. Hein. Tout à fait. Mais moi, je vais l'appliquer pour les coupables. Et Pas pour pour les innocents. continuer de paraphraser le menhir, je suis pour la peine de mort, premièrement. Je suis surtout pour son application. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens justement que des personnes restent 20 ans dans le couloir de la mort. Déjà, pour le coup, c'est bien plus inhumain qu'autre chose. Et surtout, comment dirais-je, la main de la justice ne doit pas trembler. À partir du moment où la peine a été prononcée, où les éléments sont suffisamment probants, évidemment, hein, il ne s'agit pas de faire des erreurs judiciaires. C'est les erreurs judiciaires qui nous ont amenés là. Hein. Ça a été le grand argument, hein, c'est de dire oui, mais il peut y avoir des erreurs judiciaires. Oui, enfin, aujourd'hui, nous avons des méthodes qui sont bien plus évoluées qu'elles ne l'étaient quand nous avons aboli. Donc, quand nous rétablirons, parce que nous rétablirons, hein, ça arrivera peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, mais il y aura une réconciliation avec les principes archaïques qui permettent à une société d'être harmonieuse. À ce moment-là, il faudra bien se réconcilier avec la peine de mort, et nous aurons eh bien des moyens bien plus fiables que dans les années 80, lors des frasques de Badinter, eh bien, pour jauger de la culpabilité ou de l'innocence du prévenu. Et une fois que la culpabilité sera établie, eh bien, il ne faudra pas que la main de la justice tremble, et effectivement, il y aura peine de mort prononcée et surtout appliquée. Et je crois que il y a que la Biélorussie qui applique la peine de mort en Europe. Il me semble que c'est le seul pays. Il n'y en a pas d'autres. J'en vois pas, en tout cas, là, comme ça, je suis en train de réfléchir. Moi, il y a que la Biélorussie. Hein, Oui, effectivement, c'est peut-être pas un exemple à prendre. Ce qu'il faut bien dire, c'est que aujourd'hui, on assimile l'application de la peine de mort avec les régimes autoritaires et les régimes, il faut bien le dire, arbitraires. Euh, un régime peut tout à fait être démocratique, tout en appliquant la peine de mort. Vous l'avez d'ailleurs très bien dit, Alexandre, une majorité des Français est pour la peine de mort et l'application de la peine de mort. Donc, en réalité, nous pouvons parfaitement concilier un régime de représentation libéral avec l'application de la peine de mort. L'idée selon laquelle
la peine de mort serait eh bien exclusive au régime autoritaire est fausse et c'est une manipulation idéologique de la gauche pour que nous en refusions le principe. C'est encore une forme de terrorisme intellectuel et idéologique. Et d'ailleurs, je voudrais souligner autre chose, puisque c'est intéressant ce que dit Alexandre sur le fait que le sujet de la peine de mort n'est jamais débattu. Moi, je trouve ça intéressant parce que souvent le débat se cantonne à est-ce qu'on est pour ou contre, et en réalité, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire qui seraient intéressantes de discuter et de débattre éventuellement autour de la peine de mort, notamment comment on la met en place concrètement, par quels moyens, est-ce qu'on prend une guillotine, est-ce qu'on prend une chaise électrique, est-ce qu'on fait une éviscération sur la place publique. Sincèrement, c'est quand même des choses auxquelles il faudra penser un jour ou l'autre concrètement, même si là tout de suite c'est pas encore l'objet. Et voilà. Et je voulais dire aussi que souvent les défenseurs de l'abolition de la peine de mort nous présentent la peine de mort comme un le trophée d'une époque archaïque, par exemple le Moyen Âge, comme si au Moyen Âge la peine de mort était extrêmement appliquée, ce qui n'est pas le cas. Pour avoir fait un petit peu d'études autour de la peine de mort, ce qu'on remarque en France en tout cas, c'est qu'au Moyen Âge les peines de mort étaient particulièrement violentes et spectaculaires, puisque plus difficiles à mettre en œuvre à cause des moyens d'enquête moins sophistiqués que ceux que nous avons aujourd'hui. Et donc, dès qu'on avait une personne qui allait être punie de la peine de mort, il fallait que ce soit suffisamment spectaculaire pour que les gens soient frappés. Et au-delà de ça, on est dans une société où la violence était quand même un peu plus présente qu'aujourd'hui en général. Donc les gens étaient aussi moins facilement choqués par certaines violences, même si aujourd'hui la société est violente, mais d'une autre façon par rapport au Moyen Âge. C'est deux choses. Il faut pas dire que la société aujourd'hui est pas violente, mais c'est une violence différente. Et en fait, c'est à la Révolution française qu'on a eu le plus d'applications, la Révolution bourgeoise, pardon, de 1789, qu'on a eu une augmentation assez faramineuse du nombre de mises à mort, avec l'utilisation de la guillotine de façon massive. Au départ, la guillotine était d'ailleurs, c'est assez intéressant, symboliquement, sur un échafaud, donc en hauteur, puisque au Moyen-Âge, on estimait que la vie était sacrée, et on allait donc mettre une personne à mort que si, évidemment, on avait de bonnes raisons de le faire, et ça restait quelque chose finalement d'assez spectaculaire, puisque d'assez sacré quelque part. On enlève la vie à un être humain, c'est pas anodin. Et en fait, à la Révolution française, après, la guillotine a été descendue carrément de l'échafaud, donc de sa place en hauteur pour être à même le sol, ce qui en réalité démontre symboliquement que la vie en tant que telle n'est plus sacrée. La vie n'est plus sacrée. On l'enlève comme ça, on l'enlève en masse et à la chaîne. Et en fait, par la suite, on a eu bien sûr l'abolition de la peine de mort, bien après, bien sûr, avec Robert Badinter en France. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a toujours des peines de mort qui ne sont pas publiques. Elles sont publiques dans une moindre mesure. Elles sont pas en place publique. C'est ça que je veux dire par rapport à la France. En France, on peut avoir des pendaisons en place publique. Alors, je sais pas si, moi, à titre personnel, je ne suis pas sûre que ce serait forcément très sain de mettre des pendaisons en place publique pour que les passants curieux viennent se rincer l'œil devant des gens qui sont en train d'être pendus. Après, je pense qu'il faudrait une publicité restreinte, c'est-à-dire un petit peu comme au tribunal. Actuellement, si vous voulez voir un procès, c'est public, sauf cas de huis clos. Vous pouvez vous y rendre, vous asseoir et regarder. Concrètement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont? Non, pas tant que ça. Donc, je serais plutôt pour une publicité restreinte, en réalité, qui serait ouverte, par exemple, disons, à certaines catégories de citoyens, par exemple les pères de famille, puisque, voilà, je suis pas sûre que ce soit très sain pour la population d'avoir des gens qui sont exécutés en place publique quand on passe faire le marché. À titre personnel, c'est mon avis. Mais voilà, c'est simplement pour dire qu'autour de la peine de mort, il y a beaucoup de sujets à évoquer, et que la question de la publicité, par exemple, est importante. La question de la méthode est importante aussi. Et encore une fois, il faut rappeler que si on remet la peine de mort, ça signifie pas que la vie humaine n'a pas d'importance, bien au contraire. Et comme l'a dit Tom Bombadil, il a tout à fait raison de le rappeler. Aujourd'hui, les personnes qui sont mises à mort, c'est les innocents, et particulièrement, je dois évidemment le rappeler en tant que cariatide, ce sont tous les enfants, tous les centaines de milliers d'enfants qui sont avortés chaque année, donc tués directement dans le ventre de leur mère.
et ça personne n'en parle, et ce sont les mêmes qui ont promu l'abolition de la peine de mort pour les pires mécréants, sachant encore une fois que la peine de mort n'a pas vocation à être appliquée de façon massive, hein. Il y a une échelle dans les peines qui doit être respectée, c'est la peine de mort, la perpétuité, 30 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, etc., etc., et on descend, et les peines d'amende. Donc voilà, la peine de mort, elle doit être réservée aux cas bien sûr les plus graves, à mon sens, sinon elle n'a plus non forcément d'intérêt dissuasif non plus. Et encore une fois, ce sont les mêmes qui ont lutté pour l'abolition de la peine de mort qui veulent aujourd'hui défendre par contre le droit entre guillemets à l'avortement. Donc voilà, c'est quand même assez aberrant. Pour Je sais très bien, mais juste pour nos auditeurs, vous pouvez rappeler ce que c'est les cariatides, même si, voilà, nous, on sait évidemment, Elita. Oui, je rappelle, les Karatis, c'est une structure féminine qui soutient le combat des nationalistes, donc du mouvement Les Nationalistes présidé par Ivan Benedetti. Et les Karatides regroupent les femmes de toutes catégories, hein, jeunes femmes, célibataires ou mères de famille qui veulent contribuer à la révolution nationale aux côtés des militants nationalistes. Voilà. Merci. Et notre combat principal est le combat pour la vie. Voilà, c'est pour ça que je parlais en tant que kératide, puisque le combat, principal, le premier axe de combat des kératides est le combat pour la vie, de façon générale, hein, pas seulement par rapport à l'avortement, mais évidemment la question de l'avortement est une question sur laquelle à laquelle nous accordons beaucoup d'importance. Petite précision sur la Biélorussie. Donc il y a l'ONU évidemment qui tanne la Biélorussie depuis des années pour abolir la peine de mort. Alors il faut savoir que ça fait plus de 5 ans qu'il n'y a pas eu d'exécution. Déjà pour 2 raisons, c'est pas, malgré ce qu'on peut dire, c'est pas des tyrans. Et comme la société est plus pacifiée, effectivement il y a moins de meurtriers qui pratiquent des crimes vraiment très graves. Donc il y a moins effectivement de gens exécutés, tout simplement. Dans un pays où tout va mal, s'il y a vraiment beaucoup de meurtres, là il y a plus de monde. Donc c'est aussi une question de société. Et quand on leur a demandé d'abolir la peine de mort, il y a des mémorandums de l'ONU, ça ils aiment bien produire du papier avec des indications, des choses à faire, comme si on était des enfants d'ailleurs. Et il a répondu simplement que ça entraînerait une révision constitutionnelle, et que toute révision constitutionnelle devait passer par un référendum, pour rappeler qu'il n'est pas le tyran qu'on prétend. Et il s'est permis, donc Alexandre Loukachenko, c'est de lui qu'on parle, il s'est permis une petite blague, il a dit je suis tout à fait prêt à abolir la peine de mort le jour où les États-Unis le feront. Bon, ils n'ont plus trop osé répondre grand-chose à ça, et pour revenir sur la philosophie elle-même de la peine de mort, donc la guillotine, quand elle a été mise en application, donc il y avait déjà la suite de l'idéologie dite des Lumières, où du coup on a voulu humaniser, bon, c'est sûr que d'un point de vue pratique, c'est moins douloureux que certaines autres peines, mais c'est surtout dans l'idée de la révolution dite française de vouloir abolir tous les privilèges, où avant, selon la catégorie de crime, on avait plusieurs manières d'être condamné. Il y avait le feu était vraiment réservé aux crimes les plus odieux, notamment qu'on appelait les faiseuses d'anges, les Brinvilliers qui donnaient des poudres de succession, les avorteuses publiques. Il y avait aussi des privilèges par rapport les militaires ont droit toujours aujourd'hui, toujours il y a plus de, je veux dire toujours même au moment où il y avait la peine de mort, ont droit d'être fusillés. Les nobles étaient décapités, et sinon le commun était plutôt pendu. Et donc il y avait donc cette philosophie déjà de la mort, mais en elle-même, on présente souvent ça comme tyrannique, mais c'est une manière aussi catharsistique et plus humaine que d'attendre des fois des années en prison quand t'as vraiment plus aucun espoir, sans dire que pauvres gens ont tué plusieurs personnes, mais malgré tout, parfois il est peut-être mieux d'en finir que de passer des années, 30, 40, 50 ans derrière les barreaux. C'est peut-être plus humain d'en finir assez rapidement. Et donc une petite anecdote qui est assez révélatrice. Donc c'était un de nos derniers bourreaux, alors je sais plus si c'est André Aubrecht ou Marcel Chevalier, qui avait témoigné que avant chaque exécution, il jeûnait, quand même une notion, il savait que ce qu'il faisait n'était pas anodin, c'était pas un tyran, c'était pas un barbare qui coupait des têtes avec plaisir. Donc il jeûnait avant chaque exécution. Après l'exécution en elle-même, il rentrait chez lui, il prenait un bain, donc il y a l'idée aussi de laver la souillure donc corporelle et du coup
sûr de la mort au point de vue aussi moral. Et chaque fois, donc le lendemain de l'exécution, il allait à la messe basse, la première du jour, dans l'église de sa paroisse où il résidait, et il faisait lui-même célébrer une messe pour le repos de l'âme du condamné. Donc quand on nous dit, voilà, ce sont des barbares assoiffés de sang, pas du tout. Il avait vraiment conscience, un bourreau, alors on disait exécuteur de la République, donc un bourreau pour faire simple, avait quand même conscience de son métier, c'était pas n'importe quoi, c'était fait dans un cadre juridique et moral qui était, bon, qui déteignait d'un degré de civilisation quand même avancé. On n'est pas n'importe qui. Tout à fait. Alors, pour répondre sur la méthode, parce que c'est dans le programme du Parti de la France, au Parti de la France, nous avons mis dans notre programme exécution sur la place publique avec une guillotine. Voilà, là je vous lis le passage. C'est normal parce que c'est à titre exceptionnel, donc oui, il y aura pas une exécution par jour, quoi. Mais l'esthétique, si on va par là, du gibet de Montfaucon, effectivement, si on réfléchit avec ses tripes, n'est pas dénué d'un certain intérêt. Maintenant, je rejoins assez Hilda. Est-ce que c'est vraiment bien nécessaire d'exposer nos jeunes populations à ce genre de spectacle? Je ne suis pas sûr. Ah, Moi, mais je ce pense. sera Peggy 18. Ce sera Peggy 18. Oui, mais Peggy 18 nécessite donc qu'il y ait une forme de voilà, que ce soit dans les cours des prisons comme on l'a fait après-guerre. Donc à ce niveau-là, pourquoi pas? Mais moi, je pense en réalité que ces questions ne se reposent à nous que parce qu'aujourd'hui on a un enjeu migratoire extrêmement important. Je pense qu'intrinsèquement, les blancs étaient arrivés dans la génération des boomers, un taux de violence absolument résiduel dans la société. On parlait de la violence qui n'était justement pas résiduelle à l'époque du Moyen Âge. Il y avait un fait violent, il y avait une société violente quand même euh, au Moyen Âge, qui n'est absolument plus celle des sociétés tertiarisées, blanches, etc. Donc il y a eu un espèce d'âge d'or de l'éloignement des citoyens et de la violence, qui est celui des sociétés blanches homogènes. Et je pense qu'en revenant à des sociétés blanches homogènes, on pourrait très bien, eh bien, ne pas se poser cette question. Finalement, les questions les plus autoritaires que l'on se pose aujourd'hui, on se les pose parce que nous avons des millions d'immigrés à gérer. Des populations qui, elles, ne fonctionnent pas sur des principes de responsabilité individuelle comme le font les sociétés chrétiennes et les sociétés démocrates, libérales qui en découlent. Donc ils sont restés sur des modèles où il faut avoir peur, où il faut avoir honte, où il faut, eh bien, montrer l'exemple, où il faut, finalement être, dans une forme de justice, démonstrative, et effrayante, qui n'est plus, ce dont les blancs ont besoin au XXIe siècle. Donc il y aura peut-être un archaïsme également, à chercher du côté, d'un différentialisme judiciaire. Mais ce sera, bien plus tard, ce sera pas sous la Ve République, je ne le verrai peut-être même pas de mon vivant. Mais si nous admettons le différentialisme, nous devons également admettre ses conséquences sur tous les plans de la société. Lorsque nous l'assumerons pleinement, que nous serons réconciliés avec une forme d'archaïsme, il faudra bien se poser ce genre de questions. Mais je pense que c'est beaucoup trop tôt et que aujourd'hui c'est beaucoup trop, comment dirais-je, polémique. Mais je pense que les sociétés blanches, effectivement, n'ont tout simplement pas besoin de ce niveau n'ont pas besoin d'un gibet de Montfaucon, voilà. Même si l'esthétique, effectivement, peut plaire à nos tripes, hein, quand on regarde un violeur d'enfants, un je ne sais quoi, un monstre, comme on nous en sort, malheureusement, bien trop régulièrement, on a envie effectivement, d'imaginer ce genre d'exécution sommaire. Heu, mais ce n'est pas raisonnable. En réalité, ce n'est pas raisonnable. Ça plaît à nos tripes, mais heu, c'est pas bien raisonnable. On pourrait, très bien se contenter, de d'autres formules, et les questions, que l'on se pose aujourd'hui, finalement, on se les pose précisément parce que, le système pénal français ne fonctionne pas. S'il fonctionnait bien et qu'on avait un taux de violence et de criminalité, résiduel, tout un tas de questions, j'en suis persuadé, nous même à droite, on se les poserait qu'assez peu finalement. Même si voilà, par principe, par nostalgie, par esthétique, je veux bien concevoir, hein, tout cela. Mais en réalité, la peine de mort, beaucoup de gens y pensent aujourd'hui alors qu'ils n'étaient pas forcément pour. J'en fais certainement partie dans une certaine mesure. Je ne suis pas pour la peine de mort par principe, je suis pour la peine de mort parce qu'aujourd'hui, elle nous manque. En réalité, c'est la différence.
Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont également dans mon cas, que, l'actualité, prend aux tripes et qui voient bien qu'il nous manque quelque chose dans le système pénal, ce que Jean-Marie Le Pen appelait, la clé de voûte du système pénal. Elle doit le redevenir, du moins momentanément, et bien le temps que nous disciplinions, tous ces braves gens. Je suis assez d'accord sur l'idée que si la société allait bien, on se poserait peut-être pas autant de questions. Mais néanmoins, je pense que même si la société était déjà aussi avec que des blancs en France, que des Français, et que la société était davantage pacifiée, on aurait quand même, parce que dans toute société c'est le cas, on aurait toujours des crimes ultra violents, résiduels, Résiduel, ponctuels. voilà, tout à fait. Oui, voilà, puisque c'est Résiduel. le propre de toute société, il y a toujours des fous qui, voilà, font des choses atroces, donc ça sera toujours le cas déjà. Mais je pense que la peine de mort en tant que telle, moi je suis pas forcément pour une violence inouïe, hein, comme je l'ai dit, et je suis pour une publicité mais restreinte, c'est-à-dire que j'ai pas forcément envie que les mères de famille et les gamines qui vont à l'école voient des pendus sur la place publique, mais plutôt une place où ont accès certaines catégories de citoyens, telles que les pères de famille, les personnes âgées de plus de 18 ans, j'en sais rien, il faut y réfléchir, mais que ce soit quelque chose de public sans être affiché comme ça aux yeux de tous. Mais je pense quand même que la peine de mort, dans tous les cas, doit exister, doit être, même si elle ne serait appliquée que résiduellement dans une société pacifiée. Déjà parce que c'est nécessaire par rapport à l'échelle des peines, puisque c'est la peine la plus grave. Alors sinon, ça signifie que la peine la plus grave, c'est par exemple la perpétuité, et donc toutes les autres peines vont redescendre d'un cran, en fait, puisqu'on dans l'échelle des peines, il faut être proportionné à peu près, hein, puisqu'on peut aussi, ça peut varier, hein, puisque évidemment on conçoit assez aisément que le meurtre est plus grave que le vol, mais est-ce que l'escroquerie est plus grave que la fraude fiscale? Voilà, bon ça, c'est plus contingent. Mais la peine de mort est donc quand même importante à ce titre-là, et aussi parce que, à mon sens, elle a une valeur symbolique puisqu'elle signifie que l'État a le droit de vie ou de mort sur les citoyens, dans une certaine mesure, bien évidemment, hein. Il ne s'agit pas de tuer les innocents, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais a un droit de retirer la vie à celui qui s'est vraiment trop mal comporté avec la société et a causé des dommages à la société qui ne peuvent pas être réparés autrement. Et je pense que c'est important pour quand même qu'on ait toujours en tête que l'individu ne peut pas porter atteinte au bien commun de sa nation sans qu'il y ait une vraie réponse derrière. Et ça doit aller jusqu'à le fait de lui ôter la vie, tout simplement. Et je pense que là, c'est la valeur symbolique de la peine de mort par rapport à la conception qu'on peut avoir de l'État et du bien commun. Donc je pense qu'elle est quand même importante à ce titre-là. Et au-delà de ça, puisqu'il y aura toujours de toute façon des crimes très violents résiduels, même dans la société la plus pacifique du monde. Oui, je peux entendre. Bon, il est vrai que nous avons, certains désaccords, hein, qui m'apparaissent assez mineurs, hein, face aux enjeux actuels, mais sur cette question, il apparaît que je suis peut-être le plus, comment dirais-je, timoré sur la question de la peine de mort. Ça ne m'empêche pas d'être pour et pour son application, mais j'ai conscience, de mes propres idées et de pourquoi, j'en suis arrivé là idéologiquement. J'en suis arrivé là idéologiquement parce que, tout simplement, par empirisme. Je vois bien qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque une clé de voûte dans le système pénal français. Je pense que je ne serais pas parvenu à la même conclusion si, j'avais grandi dans les années 60-70 avec, de temps en temps, un Jacques Messrine, mais sinon, pourquoi Jacques Messrine d'ailleurs avait défrayé la chronique? Tout simplement parce qu'il était le seul. Il y avait 2 ou 3 grands noms comme ça, et puis, vous aviez résumé le crime français, en 3 pages, sur les canards. Donc, aujourd'hui, si on devait, énumérer les crimes commis en France, hein, je ne dirais pas les crimes français, les crimes commis en France, pour le coup, ça prendrait, 3 tirages par jour. Donc, voilà, justement, on n'est pas du tout dans une forme résiduelle, donc il faut justement, surélever, le comment dirais-je? La plus haute peine. Il faut la surélever, il faut la redessiner et ça apparaît pardon, heu, comme étant la peine de mort, naturellement. Mais je ne suis pas tout à fait, favorable par principe, à cette peine de mort ni à son application. Je pense que dans une société multiculturelle, pour le dire joliment, elle est nécessaire en réalité. Mais je ne serais certainement pas arrivé à cette conclusion autrement.
heu, pour différentes raisons. Parce que effectivement, je pense que nous avons dans nos sociétés, des modèles qui sont, vraiment, beaucoup plus responsables. Voilà, nous sommes tournés vers, notre propre conscience. Globalement, ça se passe bien et comme vous l'avez dit Hilda, je suis tout à fait d'accord avec vous, nous sommes dans une forme très résiduelle, de crime. Donc je pense vraiment que tout un tas de gens, hein, puisque, Alexandre parlait de pourcentage, entre 50 et 80, je dirais, 50 moyenne basse, 50 peut-être que la moitié, finalement, s'ils étaient dans une société totalement apaisée, ne seraient pas favorables à cela. C'est parce qu'ils voient bien qu'aujourd'hui il n'y a pas de justice, qu'aujourd'hui, la justice ne fait pas son travail et a tôt fait de relâcher les criminels et qu'il y a une grande frustration, des, heu, des Français face au palais de justice en réalité. Ils voient bien qu'il y a un problème, qu'il y a, un souci au royaume du Danemark. Donc c'est à ce titre que je considère la peine de mort comme utile aujourd'hui et de manière chronocentrée, parce qu'il y a aussi une idée qui me dérange et je finirai là-dessus, c'est l'idée justement, que l'État doit avoir droit de vie et de mort, sur les citoyens. Heu, je suis pas un grand étatiste, c'est peut-être pour ça que cette phrase me laisse, un peu frileux, mais je considère que dans les sociétés blanches, nous avons vocation à nous détacher de l'appareil étatique et que globalement, nous sommes capables de le faire. Nous n'avons pas besoin d'un État maternant ou paternant, à tout bout de champ et nous pouvons très bien nous organiser, sans l'État, indépendamment de l'État, tout simplement parce que nous avons, 15 à 20 points de QI en plus que certaines sociétés. Donc et puis nous ne sommes pas des Japonais, nous ne sommes pas des Chinois, nous ne sommes pas dans une tradition, aussi organiciste, que les sociétés est-asiatiques. Donc en réalité, sans, ces millions d'halogènes, nous aurions des astres alignés pour, une société, qui, est à la fois harmonieuse, qui est à la fois, avec un degré de violence extrêmement bas et dans laquelle la question de la peine de mort apparaîtrait, farfelue. On se dirait: «Mais pourquoi veulent-ils ça?» Vous voyez bien, globalement ça se passe bien, globalement les rues sont très saines et cetera, pourquoi? Pourquoi? Voilà, c'est une question qui se pose, je pense, aujourd'hui aux Français parce que nous sommes dans une crise, de la justice, majeure. J'ai peut-être été un peu long, je m'en excuse. Bah, tu été si long que Hilda nous a quittés. Non, je plaisante. Hilda m'avait prévenu, j'avais complètement oublié qu'elle devait partir à partir de 22h30, donc elle a pris le temps de t'écouter, et je crois qu'elle est partie. Euh, voilà, c'est bon, elle m'a envoyé un message. Oui, oui, elle a dû filer, effectivement. Mais non, c'était très bien, Tom, c'est une blague, hein, quand je t'ai dit qu'elle est Je partie me à cause de doutais, vous, je c'est la pas salue vrai. bien bas, et évidemment, je souhaitais simplement lui répondre sur le fond et je n'ai, aucun, comment dirais-je? Aucune crainte d'être pris pour le gauchiste de la bande, par rapport à ce que je viens de dire. Mais, voilà, je pense qu'il faut quand même relativiser un certain nombre de choses. Les sociétés blanches, globalement, je ne pense pas qu'elles aient foncièrement besoin de la peine de mort, quand elles sont, homogènes. Voilà. C'est aujourd'hui tout un tas de questions se posent à nous, justement parce qu'elles sont hétérogènes. Voilà. Et ça ira de mal en pis. Voilà, je sais qu'il est de coutume de ne pas promettre du sang et des larmes aux auditeurs, mais il faut bien le dire, ça ira de mal en pis, heu, avec, l'hétérogénéité, galopante, en Europe. Heu, nous serons obligés d'avoir des réponses, de plus en plus agressives, violentes, heu, au niveau étatique, et d'avoir un appareil de plus en plus totalitaire au niveau étatique. Là où en réalité, si nous étions entre nous, cet étatisme forcené ne serait pas nécessaire. Voilà. Donc c'est vraiment, on chérit un petit peu l'État pour les mêmes raisons qu'on l'haït en réalité. Donc je pense que vraiment il faut sortir de cet étatisme, un peu forcené et qui cherche effectivement les réponses que lui-même a créées et les solutions aux problèmes qu'il a créés. Donc voilà, moi je suis pas, forcément, très à l'aise avec, justement cette, idée de droit de vie et de mort, sur, les sujets. J'étais, beaucoup plus favorable à ce principe, dans, les régimes, monarchiques. Dans les régimes monarchiques, vous aviez un cadre spirituel qui encadrait un petit peu, qui allégeait un petit peu la main du bourreau, et qui encadrait un petit peu, tout cela. En réalité, j'aurais, assez peur, que ce pouvoir, revienne, aujourd'hui, à des gens comme Macron, à des gens, comme, pourquoi pas même Sarkozy avant lui ou je ne sais quoi. Vraiment, je pense que ce serait pas rassurant, voilà, pour les citoyens, de savoir qu'un État
qui de toute façon prend tous les pouvoirs, et même ceux qui ne lui appartiennent pas, eh bien puisse disposer, du pouvoir de la mort, du pouvoir de la mort sur ces sujets. Donc c'est vraiment, à mon avis, très chronocentré comme débat, heu et peut-être que nous aurions, voilà, si nous étions de la génération de nos parents, des boomers, peut-être que nous aurions des avis très différents, tout simplement parce que nos jeunesses auraient été très agréables et loin des halogènes, et que nous n'en serions même pas arrivés à ces questions-là en réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que les boomers, ont les idées qu'ils ont, parce que tout simplement leur jeunesse s'est faite dans les meilleures conditions. Donc voilà, il y a vraiment un aspect selon moi qui est très chronocentré de cette question-là, même si, esthétiquement je sais que ça plaît à la droite la peine de mort. Hem, Personnellement je suis conscient, que je suis pour une raison précise, qui est l'état de la société française actuelle. Merci. Qui irait bien sûr, je serais pour la peine de mort à titre exceptionnel, même de mon côté. Alors je vois des Bruno Hérou qui a un problème de connexion. Non, il est là, Bruno Hérou. J'ai l'impression qu'il est là. Non, il est pas là. Et Yanis, vous êtes bien là, vous? Ah bah non, Bruno Hérou a Je disparu. suis là. Bruno Hérou a bel et bien disparu. Je vois qu'il a disparu. Ouais, c'est marqué connexion en cours sous son. Ouais, c'est ça. Bruno Hérou est parti. Ça, c'est bon. Non, mais c'est bien. On ne trouve pas la suite. Ah oui, Il il a est parti. complètement disparu cette fois. Ouais, oui, il a disparu. Tu as fait faire. T'es magicien, Tom, non? Parce que tu fais disparaître un événement à chaque fois que tu prends la parole. Ah. Ah, il est là, il est là, il est là. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, je t'entends. Je vous entends, pardon, mon cher ami. Bruno Hérou. J'ai dû relancer Twitter car je n'entendais plus Alexandre. J'ai bien entendu Tom, mais quand Alexandre, vous avez repris la parole, je ne vous entendais plus. Et donc là, vous me posez une question, c'est ça? Ah non, moi je me suis juste dit, bah, c'est Ah bizarre, bon. vous êtes plus disparu. Il y avait marqué connexion en cours sous votre nom, c'est pour ça que ça m'avait interpellé, D'accord. avant que vous disparaissiez. Donc je pense qu'il y a un petit problème de connexion, ça arrive, c'est pas grave. Alors oui, moi je disais de mon côté, même dans un état blanc, etc., je pense qu'il faut la peine de mort, parce qu'il y aura toujours des circonstances exceptionnelles qui justifieront la peine de mort, et il faut absolument que la société ait tous les moyens en place pour utiliser les outils à sa disposition pour agir. Donc une société sans peine de mort, c'est une société qui ne peut pas répondre à certains mots. Mots MAUX, vous avez bien entendu. Oui, il y a deux points, Voilà. si c'est possible, si on a le temps. Allez, Il y a deux points sur lesquels j'aimerais revenir, sur l'intervention du gauchiste Tom. Non, je plaisante. Mais il y a Non mais là, la taquinerie, je la prends, il y a pas de souci, Bruno, parce qu'en réalité, non, mais je sais quand j'ai une position qui est minoritaire à droite, il se trouve que je l'assume, mais voilà, vous pouvez taquiner sans aucun problème non, il y sur ce a point. J'ai conscience d'être dans une forme très chronocentrée justement, et je sais à quoi je dois mes réflexions sur la peine de mort. Je sais que dans une autre époque, si j'avais été un boomer, je serais probablement contre. Voilà, je l'assume. Parce que en réalité, j'aurais grandi et prospéré, il faut bien le dire, dans une société où un degré de violence très inférieur garantissait ma sécurité, ma prospérité, celle de ma femme, de mes enfants, etc. Et que je n'avais pas ce genre de questions à me poser euh, en tant qu'animé par la chose publique. Moi, je comprends complètement le raisonnement. Juste les deux points sur lesquels je vais revenir, c'est sur l'impossibilité dans une société viable, dans toute société, y compris la société homogène, qu'on regrette par une nostalgie d'un temps que nous n'avons pas connu et qu'on espère voir dans un futur que cette fois-ci on connaîtra. C'est que le but donc, de la justice, c'est d'éviter que les citoyens se fassent justice eux-mêmes, et c'est pour ça que c'est important que il y ait une échelle des peines et qu'au sommet de l'échelle, il y ait la peine capitale pour les crimes les plus graves et les plus odieux. Je pense notamment, étant père de famille, à quelqu'un qui prendrait la vie de votre enfant. Eh bien, c'est à l'État d'appliquer la peine et non pas au père de famille. Sinon, on entre dans un cycle qui a toujours été dénoncé par l'Église catholique à qui on devait notre belle justice à l'époque, un cycle de
d'action-réaction et de haine qui se perpétue de génération en génération entre les familles. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que même dans une société apaisée et homogène, il faut une échelle des peines qui se termine par la peine capitale, même si il est possible qu'il n'y ait qu'une exécution tous les 15 ans. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et deuxième point où j'étais en désaccord, c'est sur le fait que la société multiculturelle, multiconflictuelle que l'on connaît actuellement, avec des comportements, vous l'avez très bien dit, de population à bas QI et extrêmement criminogène, parce que le lien est direct, contrairement au lien avec la pauvreté d'ailleurs, soit dit en passant. Eh bien, il y aurait pas besoin de verser dans un étatisme particulièrement forcené, ou dans un État tyrannique, totalitaire ou autoritaire. On a actuellement, on a une police, on a une gendarmerie, on a une police municipale, on a des services de sécurité, il y a la sécurité privée, il y a tout un dispositif d'hommes et de règlements et de lois qui existe déjà pour que on serre la vis et que dès le plus jeune âge, les populations problématiques eh bien soient mises au pas, ne soient pas dans l'impunité, ne soient pas confortées dans leurs comportements asociaux ou antisociaux. Et je pense qu'il n'y aurait pas besoin de verser dans un étatisme forcené pour rétablir l'ordre, même dans la société actuelle qu'on connaît avec tous les travers que vous avez bien décrits. Donc je voulais juste revenir sur ces deux petites choses-là et, euh, et du coup ainsi peut-être apporter une petite touche d'espérance au propos. Je trouve ça très important, l'espérance, que ce soit pour bien mener le combat politique ou pour bien mener tous les combats quotidiens qu'un Français qui veut une vie droite peut avoir à mener. Voilà. Mais je trollais évidemment en vous traitant de gauchiste. Non, mais bien sûr, et puis vous avez tout à fait raison. Alors j'essaye évidemment d'avoir un petit peu d'espérance dans mes propos. Là, une fois n'est pas coutume, je m'en suis un petit peu affranchi parce que de temps en temps, voilà, il faut bien le dire. Enfin bon, après, soit on a envie d'être élu et dans ce cas-là, on essaye de segmenter de manière à avoir 51% de gens convaincus, etc. Soit on a la méthode un petit peu plus rude, qui est plutôt la mienne, qui est de dire la vérité aux gens et ils en font ce qu'ils veulent. Euh, c'est pas incompatible, cela dit, avec une forme d'espérance. Et là, c'est vrai que j'en en ai pas assez apporté dans mon propos et je le reconnais tout à fait. Du reste, je pense que nous n'avons pas de désaccord majeur. Hein, c'est ce que je disais également à Hilda. Tout ça, ce sont des Oui, virgules. c'est évident. Oui, oui. Si j'étais un petit peu taquin, en retour, je dirais que là, nous sommes en train de débattre entre blancs du sexe des anges. Pendant que 500 000 personnes par an viennent sur notre sol et que nous avons chaque jour des articles qui nous disent qu'un enfant, eh bien, il ne faut pas en faire parce que ça coûte 200 000 euros et que c'est très mauvais pour le bilan carbone. Donc en réalité, les enfants, on les importe, voilà. Après avoir importé des jouets et du textile, maintenant c'est des êtres humains qu'on importe. Euh, donc c'est un petit peu, selon moi, la priorité, hein, c'est de traiter ce problème-là. Ensuite, le cadre légal, c'est une question intéressante, hein, je dis pas, moi je me plonge dans ces questions-là, peut-être la première avec grand plaisir. Mais voilà, faudrait pas, comment dirais-je, s'attarder trop sur le sexe des anges, sachant les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui et qui sont, eh bien, de toute façon, de savoir que dans les prochaines années, il n'y aura pas de rétablissement, Oui, sauf c'est évident. rupture. Et voilà, il n'y aura pas Évident, de rétablissement l'urgence est démographique et la préservation de l'identité. Là, on parlait effectivement naturellement, que de ce côté juridique, effectivement, naturellement. judiciaire même. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc sur ces grandes lignes-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses, justement à dessiner. Je pense qu'il y a beaucoup de débats à mener justement sur ce que vont être les prochaines années, sur le plan démographique, sur la réponse qui doit être la nôtre. Je vais reprendre votre terme, quelle espérance on peut offrir, en tant que relais, politique, des idées nationalistes et des idées, natalistes, pourquoi pas? Mais sur la peine de mort, c'est une question intéressante. J'y ai répondu, longuement, peut-être trop longuement et je m'en excuse à nouveau. Mais, je considère que malgré tout, c'est une question qui vient à nous parce que les circonstances sont particulières et qu'il faudra, une crise majeure pour, changer la donne et qu'en réalité, le plus probable est que les prochaines années continuent, dans une lente dégringolade, qui, ne permettra pas le rétablissement de la peine de mort puisque nous serons toujours, mmh, dans, heu, dans la Cinquième République. Donc, la Cinquième République ne fera jamais la peine de mort, ça il faut s'en convaincre.
qui a un certain nombre de questions qui restent assez théoriques en réalité au sein de la droite nationale, même si elles sont intéressantes à traiter évidemment sur le plan philosophique. Là finalement c'est un débat plus Oui, bien sûr. philosophique qu'autre chose, voilà. Mais Mais il je faut vous pas rejoins sur avoir, le reste. il faut pas, je pense, alors je suis complètement en phase en termes de priorité évidemment, priorité politique, mais je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que la multiplication des émissions me paraît vraiment très intéressante. Il faut pas laisser, on laisse souvent la gauche débattre des idées, des concepts, ne pas être d'accord et se rassembler aux élections. Et il faut que la droite, et notamment la droite nationale, le camp national, apprennent aussi, prennent l'habitude, eh bien, de débattre tout en restant dans le même camp, etc. Donc, moi, je pense que c'est que ce sont des choses nécessaires, que ce soit sur les questions qu'on vient d'aborder ou sur d'autres, mais on doit aussi être un milieu qui pense et pas laisser croire qu'il y a que la gauche qui sait penser, organiser des débats, etc. Donc, pour moi, il y a vraiment aucun problème. Je vous rejoins tout à fait là-dessus et ma chaîne en est un modeste exemple. Oui, oui, je reprends la main par conséquent. Alors, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est qu'étant donné qu'il y a la rentrée prochainement, vous le savez, à chaque rentrée, il y a le fameux débat de l'uniforme. C'est aussi important d'avoir ça, surtout qu'au Parti de la France, je crois pas qu'il y ait de ligne officielle sur le programme, en tout cas l'uniforme. Moi, pour moi, l'uniforme n'est pas le problème. C'est pas parce que Karim porte un costume que Karim n'est plus Karim. Vous voyez. Enfin bref. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être on vous a beaucoup entendu Bruno et Tom, et même si c'est très intéressant, j'aimerais entendre un peu non, Victor n'est pas là. Yanis Mario cette fois-ci. Eh bien oui, bah comme vous l'avez rappelé, c'est pas le problème principal, parce que si tous les délinquants, pour parler poliment, qu'on a dans les écoles aujourd'hui, bon bah s'ils troquent leur sweat à capuche pour un blazer, ça n'en fera pas moins des bons élèves. Euh, Ça pourrait d'ailleurs, je parle de blazer, mais dans les écoles où ils ont fait les écoles test, ils ont mis une espèce de t-shirt dégueulasse avec un logo improbable qui a dû coûter une blinde par un graphiste payé aux frais de l'État. Enfin, c'était ni fait ni à faire, comme à peu près tout ce que fait la Macronie aujourd'hui. Même les uniformes, ils arrivent à les rendre moches. Mais sinon, oui, la question en elle-même, dans un pays pacifié, où il n'y aurait pas ce problème de dire Karim, machin, tout ça, bon, pourrait tout à fait s'entendre. C'est même plutôt, j'y vois plutôt quelque chose de positif à titre personnel. Ça marche dans beaucoup de pays, en Espagne, en Grande-Bretagne, même encore ailleurs, même dans certains pays scandinaves. Mais effectivement, ce serait un peu un combat secondaire. C'est comme le principe de l'assimilation, dire voilà, bah, Karim et compagnie, voilà, on va leur mettre un uniforme, on va leur apprendre les valeurs de la République. Bon, c'est pas ma tasse de thé non plus, mais pour certains, c'est la quintessence de la France apparemment. Donc, on va prendre cet exemple-là. C'est pas la solution. On aura beau s'acharner complètement à vouloir les assimiler, ça n'est pas possible, ça n'est pas souhaitable ni pour nous ni pour eux d'ailleurs que les Algériens soient de bons Algériens en Algérie, c'est très bien pour ce pays, nous les en félicitons, mais ce n'est pas voilà, ce n'est pas la chose principale. Donc pourquoi pas, et plutôt positif dans un pays qui fonctionnerait et qui n'aurait pas d'autres problèmes majeurs à traiter, mais sinon bon, je vais pas le, faire le combat principal et la solution à tous les problèmes que connaît l'école et que connaît la société française, évidemment. Tout à fait. Vu que c'est le dernier sujet, mes chers Bruno, mes chers Tom, vous pouvez tout à fait réagir là-dessus. Moi, je pense que l'uniforme est un non-sujet, malheureusement. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit et ce que Yanis Morio vient de dire. C'est une diversion, ce sujet est une diversion. On a des problèmes de violence à l'école, on a des problèmes de parents complètement possédés, avec des bas QI, des niveaux de colère démesurés, des gens qui sont inadaptés à notre civilisation, à notre modèle de société. Et ça, ce sont des vrais problèmes à gérer, des problèmes de remise de la sécurité au premier plan. La première des libertés, c'est la sécurité, et alliée avec une politique de remigration, ou plutôt d'inversion
des flux migratoires, pour parler un peu plus correctement et concrètement. Et ce sujet de l'uniforme est une diversion, vous l'avez très bien dit tous les deux. C'est la position pour moi la plus évidente. Ce n'est pas parce qu'on met un uniforme à des sauvages qu'ils cessent d'être des sauvages. Formidable. Bon, Et une fois n'est pas coutume, je vais être synthétique. Clin d'œil, clin d'œil. Je dirais qu'on cherche des solutions républicaines à des problèmes ethniques. ah bah, c'est très synthétique. Moi, je m'attendais à un petit peu. Je valide à 100%, excellente formule. Ok, bon, on va rester sur la formule alors. Non, effectivement, vaut mieux éviter de développer pour des questions légales. Vaut mieux éviter. Mais je suis totalement d'accord, bien sûr. On cherche des solutions républicaines à des problèmes ethniques. C'est pas mal. Ça sonne bien, j'aime bien, j'aime bien. Ce sera la Et conclusion, je mon pense. livre sera bientôt disponible. Je plaisante. Mais enfin non, mon livre sort vraiment dans les semaines qui suivent. Enfin, du moins, il sera fini d'écrire dans les semaines qui suivent. Et vous retrouverez mes petites formules qui parsèment l'ensemble du bouquin. Ah bah, faudrait voir si on fait pas un entretien pour promouvoir le bouquin sur la chaîne du Parti de la France. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, alors qu'est-ce que je veux dire? Oui, on pourrait en faire un t-shirt. On cherche des solutions républicaines à un problème ethnique. On pourrait en faire un t-shirt. Non, plus sérieusement, je pense que ça conclut très très bien, je pense, cette année d'émissions que j'ai toujours eu le plaisir de manière hebdomadaire à animer. Voilà, il y a eu de très bonnes émissions, il y a eu de très bons invités, on a eu beaucoup de nouveaux invités qu'on n'avait jamais eu avant. Et là, pour le bistrot du Parti de la France, c'est entre copains, et je pense qu'on s'est bien amusé, on a passé un bon moment, on a parlé de sujets quand même sérieux tout en passant un moment, voilà, j'ai envie de dire, je vais pas dire ludique, mais en tout cas agréable. Et c'était un plaisir pour moi d'animer cette émission ce soir. Il y a plus Hilda, mais je la salue bien bas. Il y a pas Thomas Petit qui est malade, mais je le salue bien bas aussi. Et vous, Yanis, vous, Tom, vous, Bruno, je vous remercie d'avoir été présents pour cette dernière émission de l'année. Merci à vous. Eh bien, merci à vous. Eh bien, merci. Alexandre. Bonne soirée à tous et Merci bel été. Bruno, merci à Yanis et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés longuement. Merci Et à oui, tous et bonne pause estivale. et chers auditeurs, je vous invite bien évidemment à partager l'émission, à la liker, à me commenter ce que vous en avez pensé. Et bon, bah, je vais pas vous dire à chaque fois, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Forum du Parti de la France, mais exceptionnellement, non, rendez-vous dans un mois et une petite semaine. Ça devrait aller vite, allez, 35 jours. Rendez-vous dans 35 jours pour un nouvel entretien. Non, excusez-moi, un nouveau Forum du Parti de la France. N'hésitez pas à vous abonner aux différents intervenants et regardez les liens dans la description et prenez ce qui vous intéresse. Allez, prenez soin de vous tout le monde, bonnes vacances d'été, bon mois d'août, au revoir!